Salut les crinqués! Dans nos épisodes, nos sujets tournent autour de la culture pop. Aujourd'hui, tout tourne autour de notre sujet. Il aide à créer la vie, il aide à la détruire. Considéré par certains comme une divinité, il influence notre morale, peut nous faire suer, et sans lui, Superman s'appellerait juste Man. Épisode 78, Le Soleil. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. Pour un 78e épisode, on reste dans la thématique estivale. Oui. Le dernier épisode, c'était les histoires de feu de camp. Mm-hmm. Et là, on parle de soleil avec le chaleureux Paperman. Salut! Et la rayonnante Imaginatrix. Hello! Moi, je m'appelle Sylvain des Animator Bureau. À part mon chandail jaune soleil et mon teint bronzé, j'ai pas d'autres qualités du soleil. Pas plus compliqué que ça. Mais je veux, premièrement, parce que c'est toi, Paperman, qui a trouvé l'idée. Oui. Qui, au départ, je me suis dit, je vais être gentil, je vais lui demander de m'expliquer, parce que sur le coup, je l'ai pas vu venir. Non, okay? Dans la recherche d'idées, on a toujours tendance à essayer de trouver des trucs originaux. Mm-hmm. Je pense que c'est important. Puis il faut aussi essayer de se démarquer par rapport à l'actualité, hein. Je veux dire, on aurait pu parler Stranger Things, on va sûrement en parler légèrement. On aurait pu aussi faire une émission seulement sur le Comic-Con de Montréal. On aurait pu parler des sujets actuels geek, mais tout le monde le fait. C'est ça, et ça devient parfois temporel. Et oui, puis c'est redondant aussi à un moment donné. Je veux dire, majoritairement, on va avoir la même opinion, puis on va tous se partager cette opinion-là, puis on va la remarcher. Alors, pourquoi pas sortir dans le champ gauche et trouver un sujet qui, à la première vue, nous paraît un peu saugrenu, puis nous dire, c'est quoi ça encore, cette patente-là qui va nous parler là, de ce soleil. Là. Qu'est-ce que tu fais avec tes skis dans le bain? Qu'est-ce que tu fais avec les skis dans le bain? Mais quand on y pense, le soleil a une place excessivement importante dans la culture geek parce qu'il est représentatif dans pratiquement tous les styles de littérature, les styles de films. Il est partout, le soleil. Il est même dans les jeux, il est important. L'importance pour la culture, pour la vie. On commencera pas à faire un épisode scientifique ici. Là. Je veux dire, si on respire, si on est là, c'est à cause du soleil. Là. Oui. Je veux dire, pas de soleil, on est foutu. Là. Exactement. On s'entend dessus, là. Je veux dire, on reste plus longtemps, mettons. On reste plus longtemps, fait que puis c'est quand même, on tourne autour du soleil, hein, c'est le centre de notre galaxie. Je trouvais que c'était important. Je trouvais que c'était estival par rapport à l'été. Hein. On est en plein dedans. Puis ce fameux soleil-là qui commence à nous réchauffer de plus en plus, et comme qu'on voit comme de plus en plus un ennemi dans certaines circonstances avec les changements climatiques et tout ça, la chaleur qui augmente, c'est très représentatif de ce que la littérature d'anticipation nous ont toujours indiqué dans le passé. Oui. Et puis on aurait tendance à croire que ces gens-là étaient des prophètes, pratiquement, là, quand on lit certains livres qui ont été écrits dans les années 60-70 qui parlaient de ces fameux changements-là et de la disparition ou de l'arrêt du soleil. Alors, je trouvais que c'était important. Je pensais que ça allait être un bon sujet. Puis, je pense que ça va en être un aussi. Je pense que oui. Je pense qu'on a quelque chose à tirer de ce phénomène-là, de cet astre-là. Mais on va être un peu temporel quand même. Oui, c'est sûr et certain. Parce que tu parlais de Comic-Con. Ben oui. Puis toi et moi, on y a pas été. C'est clair qu'on va quand même en parler. C'est sûr, on va parler aussi dans nos Samanumes, nos ça nous éteint, Stranger Things, on va en parler. On n'a pas le choix. C'est sûr. Mais le grand thème, ça va être le soleil. Ça va être le soleil dans la culture populaire, puis il est très, très présent. C'est ça. Red the Gamer, absent aujourd'hui parce que c'est un geek comme toutes nous autres. Et lui, game en fin de semaine, mais en grandeur nature. Exactement. Alors, il est à Kraken. Alors, en fin de semaine, c'est Kraken. Alors, c'est un amateur passionné de grandeur nature. Je pense que c'est vraiment... Je pense qu'on commence à
vous commencez à le connaître. C'est ça. Alors, c'est sûr que entre une émission dans un studio ou dehors... Sa vraie vie, c'est le grandeur nature. Sa deuxième vie, c'est le travail. Ah ouais, c'est sûr et certain que grandeur nature, pour lui, c'est très, très important. Mais il était au Comic-Con. Oui. Et Joël, Imaginatrix, tu étais au Comic-Con de Montréal. Première fois? À Montréal, oui. J'avais déjà été à celui à Québec, qui était quand même très bien pour une première fois, là, si tu veux te plonger là-dedans, sans être trop dans les grosses foules. Moi, personnellement, je recommande aux gens de commencer par lui Québec. C'est ça, moi, je suis allé l'an dernier. Oui. Puis celui à Montréal, ben c'est ça. C'est surtout les grandes foules. Il y a des commerçants à l'infini. Puis ce qui arrive, c'est ça, c'est que on s'est peut-être pas alloué assez de temps pour pouvoir en profiter autant qu'on aurait voulu. Fait qu'on est rentré là dans le hall des commerçants, justement, puis on s'était mis pour mission de tout le visiter au complet, en incluant l'allée des artistes, en incluant la zone indie de jeux vidéo indie. Mm-hmm. Puis finalement, on n'a pas été capable de tout voir ça, là. Puis en plus de ça, c'est pas juste des marchands puis des kiosques, là, c'est aussi des panels, des discussions, des conférences. Il y a des spectacles aussi. Il y a des trucs là, puis on a vu plein de beaux costumes là, dans le grand hall d'entrée. Là. C'était vraiment merveilleux à voir. Moi, j'ai pris 0 photo. J'étais tellement stimulée d'un bord et de l'autre là, que j'ai même pas pensé à sortir mon téléphone. C'est ça, t'as imprimé ça dans ta tête. Ouais, j'ai clairement gardé ça dans ma tête. Eric a plus pris des photos. Je sais pas s'il en a partagé un peu sur Facebook, là, mais... je suis pas sûr. Mais c'est sûr qu'il devait être avec ses 2 cocottes. Aussi. Donc ça devait prendre des photos, là. Oh, il a pris des photos, puis je vais y rappeler qu'il m'a envoyé ça, là. Il y en a une couple qui était vraiment super beau. Puis c'est ça. Moi, je vais là surtout pour l'allée des artistes. Quand que je vais dans les Comic-Con, là, je veux vraiment rencontrer autant les illustrateurs que les BDistes. Puis j'ai eu la chance justement de jaser avec plusieurs BDistes, notamment S.V. Bell qui écrit le mensuel Nocturne. J'ai pu parler avec Cab de Hiver Nucléaire, Axel Lenoir qui vient tout juste de sortir Si on était, qui est en fait une compilation de ces petites bandes dessinées qu'il a publiées dans le magazine Curium. Qui est excellent. Oui, très bien. Puis avec des suppléments, là. C'est pas juste les bandes dessinées qui paraissaient dans Curium, là. Elle a rajouté quelques pages supplémentaires. Puis ça fait vraiment un beau produit final. Puis j'ai vu Oli Carpentier aussi. J'ai acheté sa bande dessinée Far Out. OK. Qui d'autre que j'ai vu? Jack Dion, que j'ai fait signer mon Turbo Kid que j'avais amené pour y faire signer. Fait que on a vu aussi je vous parlais l'autre fois de l'Armée du Soleil de Anouk, qui était une fille qui avait fait une bande dessinée à propos d'une campagne de Donjons Dragons non terminée. Elle était là aussi, on y a jasé un peu, puis c'était vraiment cool. Fait que moi, c'est sûr que c'est surtout pour ça. Il y en a que, comme vous autres, vous êtes des collectionneurs, là, vous aimez les trucs, c'est sûr que l'allée des marchands, ça serait pas mal plus pour vous autres. Il y avait des... Ça serait difficile pour toi, surtout. Mon moral et mon portefeuille. Ouais, puis ça te prendrait une tablette de plus pour tes pop. Là. C'est sûr qu'il y en a partout. Là. Il y avait beaucoup de librairies aussi. Là. J'ai pas eu le temps de fouiller, mais plein de bandes dessinées, là, des numéros là, que ça fait longtemps qu'ils sont sortis, que tu veux essayer de trouver, là, tu fouilles là-dedans. Puis ça, c'était vraiment cool aussi. Il y a la zone de jeux vidéo indie que on est arrivé en dernier, puis là, il fallait quasiment partir, on n'a pas pu en profiter. Puis c'est mon principal regret, là. J'aurais aimé ça, regarder les gens jouer un peu, voir quelle sorte de jeu qu'il y avait là-dedans. Là. Ça avait l'air d'une zone quand même assez chill. Là. Les gens, ils s'installaient, puis ils jouaient, puis ça avait l'air agréable. OK. Tu y retournerais l'année prochaine? Je sais pas si j'y retournerai à Montréal, parce que, comme je dis, moi, ça me demande vraiment beaucoup de me retrouver dans une foule de même. Si j'y retournais, j'essaierais d'y aller à l'ouverture le matin, il y a beaucoup moins de monde. Puis j'essaierais de profiter aussi là, des conférences, puis des spectacles, puis c'est ça. Après ça, on est parti tôt. On a soupé quand même tôt parce qu'Éric s'en revenait à Rivière-du-Loup. On est allé au Lockhart. Ça, j'ai vu des photos. Oui, qu'on avait parlé dans le podcast sur les cocktails geeks. Oui. Puis on voulait l'essayer parce que j'avais entendu des moins bons commentaires, des gens qui disaient que la nourriture était ordinaire. Puis
Puis honnêtement, j'ai comme pas grand-chose à lui reprocher, là. La thématique Harry Potter est très présente dans ce restaurant-là. D'après moi, ils veulent pas s'en vanter parce que question de droit d'auteur. Ouais. Puis c'est la même chose avec le menu. Le menu nourriture, il y a pas grand référence à Harry Potter, mais tu sais, encore là, moi, je pense que c'est pour des raisons de droit d'auteur. OK. Non, c'est bien évident. Les cocktails, c'était agréable. Eric, lui, a commandé une bière au beurre, qui appelle en fait une bière babeur, justement, pour changer le nom un peu, qui avait l'air très bonne. Là. Ça vient dans un gros boc avec toute la crème fouettée sur le dessus, puis une guimauve flambée, puis la grosse patente. Moi, j'ai commandé un gin Weasley, qui était vraiment excellent, un petit gin à saveur orange un peu avec du Grand Marnier, puis très bon. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que toutes leurs cartes de cocktails, ils ont presque toutes en version sans alcool. Fait que c'est idéal pour les enfants, comme la bière babeur, justement, ils en ont une version sans alcool. Moi, j'ai commandé un courrier du hibou sans alcool, ça ressemblait un peu à un Shirley Temple. Puis ça venait avec une petite lettre qui disait « Vous avez été accepté à l'Académie de potions de Lockhart. Bon. Fait que c'est ce genre-là. Fait que, sérieux, le Lockhart, moi, je le recommande aux gens. Si vous entendez dire que la nourriture est ordinaire, moi, je pense que c'est à cause du menu, qui est quand même assez limité, le menu alcool est plus, il y a plus de choix que le menu nourriture. Fait que t'as quand même des choix pour tous les goûts. C'est juste que quelqu'un qui est habitué à aller dans des restaurants avec des menus à 3 ou 4 pages, puis de choisir des trucs plus basiques, peut-être qu'ils vont sortir de leur zone de confort. C'est ça dépend de tes attentes. Exactement. C'est la seule chose que je verrais, parce que sinon, tout ce qu'on a commandé, c'était vraiment excellent. Fait que c'est ça. Après, Red a repris le métro, il est reparti vers chez eux. Puis moi, j'ai décidé de retourner au Comic-Con. Fait que j'ai fini la soirée à la mascarade. Et ça, par exemple, c'était quelque chose. C'était un show. C'est incroyable. Je sais pas combien de personnes qui avaient là pour regarder ça. D'après moi, on frôlait le 1000 sièges là, dans la salle. C'était très bondé, c'était très populaire. J'étais arrivée là 1h30 en avance, puis il y avait déjà des gens qui faisaient la file pour rentrer dans la salle. Puis là, ça, c'est les gens qui vont là en cosplay qui défilent. La mascarade, c'est ça. C'est le concours de cosplay qui rassemble vraiment les deux aspects du cosplay, qui est le costume, mais qui est aussi l'action, le jeu, l'interprétation, exactement. De faire un numéro pour montrer son costume, puis tu sais, ça inclut les deux. Il y avait 50 entrées, 50 cosplayers ou équipes de cosplayers, parce qu'il y en avait qui le faisaient à plusieurs. C'était beau, là, ils nous en ont mis plein la vue. J'ai vu un gros Bumblebee géant, là, et je peux pas dire qu'il était grandeur nature, mais c'était un homme sur des échasses avec toute la carcasse autour de Bumblebee. C'était vraiment hot. Il y avait les comment qu'ils appelaient, les Picapools, qui étaient des Deadpool version Pikachu, des filles Deadpool version Pikachu. Puis qui ont dansé sur la toune de Céline Dion, là, du film de Deadpool, là, justement, que c'était assez drôle. Il y en avait qui nous prenaient, là, il y avait un Simus de Metroid, qui était vraiment impressionnant. Puis il y en a qui arrivaient sur la scène, puis il y avait tellement une prestation, puis avec la musique, puis l'éclairage qui était ajouté à tout ça, là, des moments, là, ça donnait des frissons. Là. C'était vraiment beau. On n'a jamais fait d'épisode sur le cosplay, mais je vais poser la question quand même. Ne répondons pas tout de suite, parce que ça sera un gros nœud de l'émission, là. Est-ce que le cosplay est en train de tuer le cosplay? Dans le sens que à la base, le cosplay, là, c'est moi, Sylvain Bureau, qui est tout fier de porter un t-shirt de Superman avec un drap rouge dans le dos, là. Je vais-tu aller au Comic-Con de même? Non. Tu peux pas. Non. Je dis non. Je réponds à la question. Mais c'est ça ferait exactement un très bon sujet à débattre puis à discuter, parce que non, le cosplay, c'est pas juste de la mascarade, c'est pas juste des heures de fou, là, je veux dire, il y en a pour tous les niveaux. C'est afficher son amour pour un personnage. Exactement. On pourrait encore aller plus loin. Est-ce que le cosplay est en train de tuer le Comic-Con?
Oui, il y a ça aussi. Ouais. Ça aussi. Fait que finalement, ça va nous prendre un épisode sur le cosplay à un moment donné. Ouais. Finalement, oui. On a déjà une bonne matière à débattre. Ah non, c'est sûr. Puis si on va être capable de trouver du monde qui font du cosplay. Là, c'est clair. Regarde, on en connaît qui se déguisent en Darth Vader ou en Spider-Man. Là. Fait qu'on va pouvoir faire quelque chose là-dessus. Fait que c'est comme ça que ma journée au Comic-Con s'est terminée. OK. Donc, t'étais là une journée. Là. Ouais, on était là le samedi. En pensant que tu ferais tout. Ah non, définitivement pas. Là. Puis surtout quand on est à plusieurs, on peut pas aller partout puis satisfaire à tout le monde non plus. Là, on suit la gang, puis ça ressemble pas mal à ça. Mais c'était vraiment bien. Mais c'est ça. Moi, je conseillerais aux gens, prévoyez-vous une journée au complet. Puis si c'est possible, je sais même pas si ça se fait, mais d'après moi, oui, si c'est possible, amenez-vous un lunch ou de quoi pour grignoter, parce que les files aux concessions alimentaires sont super longues, puis vous perdez du temps à attendre après ça. Là. Ça doit pas être donné non plus. Non, puis tu sais, t'achètes le minimum juste pour te sustenter. C'est ça. Un ketchup moutarde avec une coke et bien 12 piastres. Des bonnes barres énergétiques puis une bonne couche. La couche peut-être pas, là, mais les barres énergétiques. Non, là, j'ai exagéré un peu. Là, j'ai poussé ma loque un peu loin. Mais je pense, non, Québec cet automne, il y a des chances que il y a des chances que je retourne. Ça, j'avais trouvé ça... le stationnement, c'était un peu compliqué. Mais si c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun à Montréal, c'est les métros. T'arrives directement dans le centre des congrès. Okay. Je me réserve pour le San Diego. OK. Non, je suis pas un fan de ces activités-là. Ouais, mais c'est ça, c'est que c'est rendu tellement gros. Moi, aussi. J'aimerais ça, mais je serais pas capable. Tu sais, Montréal, c'était comme... D'après moi, c'est ma limite. Là. OK. Il y a beaucoup de monde aussi. Ouais. Le soleil est le thème du jour. Le soleil est sur toutes les lèvres, qu'il soit là ou pas là. OK? Y a-t-il quelque chose qu'on parle de plus que la météo dans la vie? Ben, je pense pas. Et ça, j'ai pas vérifié si c'est culturellement parlant associé au peuple francophone nord-américain. Je sais pas si c'est comme ça partout. Je sais pas, je peux pas te dire. Moins il fait beau aujourd'hui, moins il fait pas beau aujourd'hui, puis moins il fait chaud. C'est sûr qu'il doit y avoir des endroits dans le monde où, exemple en Équateur, là, ils doivent pas parler beaucoup de la température. Là. Il fait toujours chaud. Il fait toujours bon. Peut-être. Mais c'est sûr que le soleil est un sujet de conversation. Oui. Qu'il y en ait assez, qu'il n'y en ait pas assez, qu'il y en ait trop. C'est sûr qu'on parle du soleil. Mais le soleil en tant que prétexte à l'histoire, en tant que personnage, en tant qu'ami, en tant qu'ennemi, en tant que divinité, en tant que source d'énergie, voire source de pouvoir. De pouvoir, oui. Finalement, c'est pas si simple que ça. Non, c'est vraiment... on va encore faire un genre de niveau 0, là. Presque. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, quand on parle de soleil, le premier qui nous vient en tête, c'est qui? C'est Superman. Oui. Je veux dire, Superman tire ses pouvoirs du soleil jaune. Je veux dire, enlève le soleil, tu l'as dit, là, c'est Clark Kent. Là. C'est ça. Je veux dire, il n'y a rien. Là, je veux dire, alors, il représente d'ailleurs tout le côté pouvoir du soleil. Oui. Je veux dire, c'est l'astre le plus puissant. Tu sais, souvent on entend, il y a le cœur d'un soleil, il y a la puissance d'énergie du soleil, le nombre d'explosions nucléaires que là, on va dire, c'est comme il explose aussi fort qu'un soleil. Ben Superman, c'est ça là. Oui. Je veux dire, c'est représentatif de tout ça. Il n'y a pas de limite. T'sais, parce que dans le fond, on connaît pratiquement rien du soleil là. Je veux dire, au niveau scientifique, là, on sait c'est quoi, on sait qui est là. Oui, on connaît le fonctionnement, comment scientifiquement et physiquement ça fonctionne, cette petite machine-là, cette petite étoile-là. Mais à part ça, là, je veux dire, on n'a pas envoyé personne, là, on n'a pas envoyé de sonde proche. Non. Tu sais, il y a encore plein de trucs qui est comme caché un peu. C'est ça. Ben, je peux avoir l'air intelligent, là. Ben, vas-y. En te disant que le soleil a une masse d'environ. Environ, parce qu'on n'est pas sûr. Environ 1,9891 fois 1030 kilogrammes.
Okay? Je suis même pas capable J'ai aucune idée. Je me dis ça doit être gros. Composé d'hydrogène, 75% de la masse ou 92% du volume. Comment on calcule ça? J'ai aucune espèce d'idée non plus. Et d'hélium, qui représente le reste, donc soit 25% de la masse et 8% du volume. Ouais. Ça, comment on a calculé ça, j'ai aucune idée, mais on sait ça du Soleil. Ça fait partie de la job des scientifiques. On va les laisser faire ce qui fait de mieux de nous. Là. C'est ça, mais en fait, c'est un corps gazeux, le Soleil. Oui. Moi, je pensais que c'était une planète c'était une grosse, qui brûlait. Là, grosse patente de gaz qui brûle à l'infini. Pas à l'infini, parce qu'à un moment donné, il va arrêter. Là. Je veux dire, il y a une durée de vie, là, le Soleil. C'est ça. D'où les histoires de science-fiction qui parlent de la fin du Soleil. Ça se compte par milliards d'années. Là. Je veux dire, on s'entend-tu que normalement, la société humaine devrait être disparue depuis longtemps. Ou bien on va sacrer le camp. Là. C'est ça, mais un des deux. Là. Ça se peut-tu? Non, le Soleil est pas si loin que ça. Mais je suis en train de me dire, ça se peut-tu qu'il soit déjà mort, mais qu'on le voit pas encore? Non, ça prend environ 8 ou 9 minutes que la lumière du Soleil se rend. Ah, bon, OK, il est pas si loin, finalement. Il est pas si loin. Il est loin, mais en tout cas, à l'échelle... C'est parce qu'on parle d'échelle planétaire. Non? Je veux dire, oui. C'est 8 milliards, je sais pas combien de milliards d'années qui vont mourir. Hein. Peut-être que dans l'échelle temporaire de l'univers, c'est un claquement d'yeux. Là. C'est rapide, mais pour nous, là, c'est inimaginable. Là. Je veux dire, on n'est même pas capable de concevoir un milliard d'années rendu là, je veux dire, on va être où? Nous autres, on va être morts depuis un méchant bout. Là. On sait pas. On sait pas. On va peut-être nous transférer dans une puce. Ouais, dans un monde virtuel. Peut-être aussi. Peut-être aussi. Quelle damnation. Où on va garder juste notre tête comme dans Futurama. Ouais. Ça, c'est un autre sujet qu'on va faire à l'immortalité. Hein. Faut le faire. Tabarouette, on en a deux. Faut le faire. Parce que c'est une méchante damnation. Non, c'est vrai. Moi, là, je capoterais ma vie. Oui, on vire fou. Immortel, on vire fou. Ben, c'est clair, là. Puis je pense que c'est pour... T'as-tu fini avec tes continue tes trucs intelligents? Je peux te dire Vas-y. Que le philosophe grec Anaxagore avance l'idée que le Soleil est un corps grand, éloigné de la Terre. Il estime son rayon à 56 km. Je pense qu'il a évalué ce petit pas mal, là. Mais quand tu ne sais pas à quelle distance qu'il est... mais comment il a fait, lui? J'ai aucune idée. Mais que ce soit un grand corps, j'aurais dû me noter l'année, par exemple, on dit que ses idées vont à l'encontre des croyances de son temps, ce qui lui vaut d'être menacé puis finalement exilé d'Athènes. Ouais. Bon, évidemment, quand... de la Grèce antique. C'est ça. Quand tu arrives avec des idées... un peu champ gauche, des fois, les idées bien établies. Galilée, quand il est arrivé avec son idée qu'on tournait autour du Soleil, puis c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. Galilée était un des premiers, je pense, à regarder le Soleil à l'aide d'un télescope. Puis c'est ça. Copernic, lui, je l'ai la date, là, c'est 1543. Copernic présente un modèle de l'univers dans lequel le Soleil est au centre et les planètes tournent autour. Tu m'arrives dessus. En quelle année? 1543. Puis ils l'ont-tu pris pour une sorcière? Probablement que oui. Il me semble que Copernic, il n'a pas eu nécessairement la vie facile. Je connais pas l'histoire de Copernic, mais c'est sûr qu'il doit avoir été excommunié ou menacé par l'Église, là, c'est clair. Là. 1644, Descartes énonce une théorie selon laquelle le Soleil est une étoile parmi bien d'autres. Qui est Descartes, qui est un philosophe. C'est vrai. Mais c'est vrai que le Soleil, c'est une étoile. Ouais. Nous tournons autour de cette étoile-là. Et c'est en 1845 que la première image du Soleil fut prise par les physiciens français Hippolyte Fizeau et Léon Foucault. À pousser dans votre prochain 5 à 7. Yes! Hey, ça, c'est vraiment des anecdotes que tu peux comme... Non, c'est quand t'es célibataire, là. Ça fait je suis champion de quelques arpents de piège. Exactement. Puis tout ce côté mystérieux là, c'est ça qui a fait en sorte que cet astre-là, qui disparaissait dans le fond, là, je veux dire, avant de comprendre pourquoi et comment là, que le soleil arrivait, puis à un moment donné, il n'est plus là. Que c'est ça, c'est parce qu'on tournait autour et qu'on tournait sur nous-mêmes. Exactement. Là. Alors, tu sais, je veux dire, ça a développé une mythologie extraordinaire autour du soleil. Là. Je veux dire, tant au niveau des civilisations égyptiennes avec le dieu Ra, avec les civilisations Maya, il est dans toutes les civilisations. Il représente
il représente l'astre le plus fort. Oui. Il représente la vie, il représente tout. Et c'est toujours aussi l'ennemi le plus puissant contre les monstres. Oui. Hein? Je veux dire, la lumière, le soleil, c'est la lumière, c'est le visuel, c'est la possibilité de voir les choses, c'est les trucs cachés dans l'ombre. Hein? Les gens, où est-ce qu'ils vont, les méchants, ils vont dans l'ombre. Comme on parlait dans le dernier podcast, on disait que les trucs négatifs arrivaient jamais le jour. Exactement. Les histoires de peur, ça se passait tout le temps. Oui. Parce qu'avec le soleil, on voit tout. On voit tout. C'est ça. On voit tout, puis souvent, le soleil détruit les monstres. Hein? Oui. Je veux dire, on n'a rien qu'à penser à la mythologie vampirique. Oui. Bien que les trolls, bien que dans la première mythologie vampirique de Bram Stoker, Dracula marche au soleil. Hein? Il n'y a aucun problème. Ses pouvoirs sont diminués. Mais il est tué au coucher du soleil. Parce que c'était le moment qui était le plus affaibli. C'était la dernière minute qu'il pouvait... Exactement, c'est ça. Okay. Il y a plusieurs théories qui expliquent dans la mythologie pourquoi le soleil serait un ennemi au vampire. Là. Je dirais parce que le soleil représente Dieu, puis en étant un vampire, tu renies Dieu, t'es devenu une créature de la nuit, donc t'es obligé de vivre dans la nuit. Mais majoritairement, quand t'es un vampire, tu brûles au soleil. C'est comme un arme absolue. Et au rayon ultraviolet, comme on l'a bien vu dans Blade. Au soleil. Oui, ça c'est un autre truc. Comme on a vu dans Blade, avec ces fameuses lampes au rayon UV, là, qui représentent, dans le fond, c'est comme c'est le soleil mais portatif. C'est ça, exactement. Fait que je reviens sur le rôle du soleil. C'est paradoxal parce que je viens d'écouter la série Tchernobyl, puis on voit toute la dangerosité du nucléaire à l'intérieur de ça. Mais le soleil, dans le fond, c'est ça. Hein, c'est des explosions nucléaires à tour de bras tout le temps. C'est la même chose qu'on a réussi, dans le fond, à reproduire à plus petite échelle, qui fait en sorte qu'il nous donne de l'énergie. Mais peut-être que nous, c'est sûr qu'on contrôle pas ça comme lui le contrôle. Fait que, mais je reviens, tu vois, que c'est comme des idées qui... Non, c'est une explosion nucléaire contrôlée. Exactement, tout le temps. Puis c'est tout le temps, ça n'arrête jamais. Puis c'est des radiations qui viennent vers nous, mais qu'on est protégé par la couche d'ozone, entre autres. Là. De là l'importance d'arrêter d'utiliser des push-push en cacane. Comme dans une galaxie près de chez nous. C'est vrai. Parce que dans une galaxie près de chez nous, qui est une série culte de la science-fiction québécoise, qui était d'ailleurs une série qui est excessivement en anticipation. Non, mais c'est vrai, t'as raison, mais d'entendre... Dans une galaxie près de chez vous, associé à science-fiction, ça me fait toujours un peu rire. Mais c'est ça pareil, c'est de la science-fiction. Et là, le soleil est en train de brûler tout le monde. Autant que Futurama. Alors, il est à l'intérieur de cette série-là l'ennemi numéro 1 de l'humanité. Parce qu'il est en train de brûler l'humanité. Il est en train de brûler la planète parce qu'on n'a plus de couche d'ozone. Et le capitaine Patnaud doit aller trouver une nouvelle planète. Et c'est à cause du push-push en cacane. Et entre autres, à cause du push-push en cacane. Il y a d'autres choses, je pense. Il y a push en cacane, mais il y a une autre affaire. Fort possible, mais moi, à l'époque où j'avais des cheveux, c'était du push-push en spray net. C'est ça. C'était à pompe. Donc j'ai pas nuit à la couche d'ozone. Non. J'ai nuit à ma tête. Oui, il y a plusieurs personnes qui ont nuit à leur tête avec ça. Bon. Surtout dans les années 80, il y en avait beaucoup trop. Non, c'est... on avait des cheveux. Et comme tu l'as dit, les trolls, je veux dire, les trolls se cachent du soleil. D'ailleurs, les trolls dans le Bilbo le Hobbit, qu'est-ce qui arrive à l'intérieur de l'histoire quand il réussit à les faire parler, à compter des histoires, leur faire oublier que le soleil se lève, ils se transforment en pierre. Exactement. Alors, c'est l'ami majoritairement du héros ou des super-héros, mais ça peut devenir aussi l'ennemi de l'humanité parce qu'il représente il représente, dans le fond, notre vie, mais notre fatalité aussi. C'est la vie, puis c'est la mort. T'sais, je veux dire, il est là, on est là, il est plus là, on est mort. Fait qu'on est comme... assez... On a besoin de lui. Je veux dire, on a besoin de ça, puis on peut pas se passer de lui, là, je veux dire, en tant que tel. Là. C'est vrai. Cette mythologie-là se tourne autour de ça dans les grandes civilisations. Puis ça a été exploité dans plusieurs littératures, la présence du soleil. D'ailleurs, tu vas en parler tout à l'heure du fameux album de Tintin, Le Temple du Soleil, où ce qui va exploiter ce fameux
l'éclipse. C'est ça. Bon, hein? Oui, ben c'est le dieu qui se fâche. Là. Ben oui, tout à fait. Ce truc-là dans plusieurs trucs. Là, je pense dans Avatar, Last Airbender, dans la dernière saison. Okay. Ils prévoyaient un éclipse, puis il fallait qu'ils fassent leur coup lors de l'éclipse parce que le roi du feu, il était affaibli à ce moment-là. Ah ouais, souvent, c'est par rapport à l'éclipse. Il y avait quoi aussi dans Apocalypto, le film de Mel Gibson, où c'était la civilisation Maya, où il faisait des sacrifices humains quand c'était l'éclipse pour donner du sang au dieu soleil parce qu'il pensait que le dieu soleil était fâché contre eux autres là, parce qu'il était pas là. Parce que, c'est des fabulations, mais je veux dire, c'était excessivement important pour eux autres parce qu'ils comprenaient pas. Je veux dire, c'est vrai. Puis c'est quand même, il faut toujours se mettre dans la peau de ces gens-là. Je veux dire, tu vois ça arriver, puis il est plus là, puis il arrive, puis tu fais comme, c'est comme, Puis il y a plusieurs super-héros qui, sans tirer leur pouvoir du soleil, vont utiliser le pouvoir de la lumière. Je pense à Photonic, qui est un personnage qui a été écrit dans les années 70, un personnage français, qui a été repris récemment dans une BD de Luminary de Luc Brunswick puis Stéphane Berger, où ce que le pouvoir du héros, c'est d'utiliser la lumière, mais c'est une lumière tellement puissante qu'il est capable de prendre le pouvoir de tout ça puis de multiplier sa force, son endurance et tout ça. Alors il devient un être de lumière. Puis un être de lumière, c'est toujours représentatif de la lumière que le soleil nous amène. Parce exactement. Que pas de soleil, on n'a pas de lumière. C'est vrai. Je veux dire, on s'entend. Est-ce que Dr. Octopus dans Spider-Man 2, c'est le soleil qui essaye de répliquer? L'expérience qu'il fait là, c'est une genre de oui parce qu'à un moment donné, réaction nucléaire sans fin. On va avoir la puissance du soleil. La puissance du soleil dans notre main. Je veux dire, oui. Je pense que la fameuse énergie à froid qu'ils appellent, là. La fameuse énergie fusion à froid qui est comme comme le but ultime à atteindre là, pour la gestion de l'énergie, qui dans le fond c'est de l'énergie propre, l'énergie sans danger mais à profusion, qui permettrait à tous les peuples de l'univers d'avoir de l'énergie, parce que nous on est chanceux, on a de l'énergie là. Je veux dire, notre énergie majoritairement est pas faite par le soleil. Ça c'est une autre chose dans la science-fiction. Le soleil c'est pas rien que dans la science-fiction aujourd'hui. Je veux dire, quand on va dans la station internationale, je veux dire, l'énergie est produite par quoi? Elle est produite par le soleil. Je veux dire, je pensais que c'était du Bluetooth. Je veux dire, les immenses panneaux solaires vont récupérer cette énergie-là, cette lumière-là pour le catalyser dans les batteries pour faire en sorte que la station peut vivre dans l'espace. Alors, tout notre concept d'espace maintenant passe par l'utilisation du soleil, par l'utilisation de cette énergie-là. Puis on le voit très bien dans Seul sur Mars. D'ailleurs, si vous avez vu le film de Ridley Scott, où le personnage principal est abandonné sur Mars, alors ce personnage-là, Matt Damon se retrouve seul, complètement isolé, avec aucun moyen de communication, et tout son énergie, où ce qu'il apprend, il l'apprend avec le soleil. Là, quand il se promène avec son véhicule, c'est pas du gaz, là. Je veux dire, un moteur à gaz, là, ça fonctionne pas dans l'espace. Quand on s'entend dessus, là. Je veux dire, c'est comme basic, là. Alors, c'est tout représentatif de tout ça aussi. Nos avancées technologiques qu'on a dans les romans, majoritairement dans la science-fiction, ça passe toujours par l'énergie solaire. Je veux dire, c'est comme indéniable. Je pense que l'avenir de notre humanité passe par là. Et on le voit dans la littérature de science-fiction. Puis dans la littérature d'anticipation du cyberpunk, souvent c'est le contraire. On va avoir une société où le soleil va être absent. On pense seulement à je prends un exemple très, très rapide, Matrix par exemple, qui est un film typiquement de cyberpunk. Je veux dire, on a un univers nucléaire, on n'a pas d'énergie, il reste plus rien. Je veux dire, l'homme est confiné à l'intérieur de cavernes pour essayer de survivre. On n'a plus cette énergie-là. Puis souvent, on va avoir ça dans les romans d'anticipation très noirs, où est-ce qu'on va avoir cette ambiance de noirceur-là. Alors, c'est comme une ambiance sans lumière, sans catalyseur de bien-être. Puis c'est toujours sombre, c'est toujours très dark, c'est toujours angoissant de vivre à l'intérieur de ce monde-là
Puis c'est un monde qui est excessivement dangereux dans cette littérature-là parce que, vu qu'il n'y a pas de lumière, il y a énormément de zones d'ombre, alors les ennemis, les anti, on va utiliser ça. On voit ça beaucoup dans la littérature de science-fiction, dans la littérature surtout de cyberpunk. Parce qu'on va vraiment avoir, là, le soleil va être complètement disparu. Il est là, mais tu sais, on le sent sur notre humeur à nous, là, je veux dire. Moi, le premier. Sans être là dans ce monde-là, quand on n'a pas de soleil 4, 5, 6, 7 jours, c'est ça. On n'est pas pareil. On se le cachera pas, là. La vitamine du bonheur est plus difficile à produire. Et voilà. Je veux dire, c'est excessivement important. J'ai trop de petits trucs. Majoritairement, le soleil est représentatif de masculin. Hein. Je veux dire, on va dire le soleil. C'est une étoile, mais c'est comme l'astre le plus important. Dans certaines civilisations, par contre, il est le contraire. Il est représentatif du féminin. Et puis, on en parlait tout à l'heure avec Imaginatrix par rapport à Tolkien. Tolkien qui a utilisé quand il a pris son idée de temporel, de calcul temporaire avec le soleil et la lune. Il l'a un peu pris de la mythologie nordique parce qu'il s'est beaucoup collé sur la mythologie nordique dans le Seigneur des Anneaux en créant les fameux deux arbres, les arbres qui représentent la lune et le soleil. Et là, il y a des beaux noms. Là, je vais essayer de nommer ça parce que l'Orline, c'est l'arbre qui représente le champ d'or. Alors, c'est féminin. Pour lui, c'était féminin qui représentait le soleil. Alors, l'Orline se lève pour représenter le jour. Et ensuite de ça, on va avoir Telferion qui, lui, est masculin, qui représente la lune. Une fois que le soleil va se coucher, la lune va apparaître. Encore là, on sait que la lune n'apparaît pas, là. On s'est entendu qu'elle est toujours là. Mais dans cette mythologie-là, ça représentait la nuit. C'est vrai. Parce que la lune, elle fait pas de lumière. Hein? Je veux dire, c'est comme... C'est le soleil qui est en arrière de la lune qui... Je vais avoir quelque chose avec un personnage par rapport à la... à la lueur de la lune. On a Moon Knight. Oui, c'est vrai. Moon Knight qui est un personnage qui est un peu un copier-coller de Batman dans Marvel. Oui, c'est vrai. C'est un personnage qui est un peu taciturne, qui est très riche, détective privé, excessivement doué au niveau... On se le cache pas, là, je veux dire, c'est de l'influence. C'est ça, c'était un soldat d'élite, je pense. Exactement. Puis il fait à peu près la même vie que Bruce Wayne. Par contre, il est un peu plus psychotique. Là, c'est ça. Il est comme... Mettons que Moon Knight et Iron Man ensemble font Batman. Oui, effectivement. Ça, je peux pas. Le côté playboy, le côté millionnaire, mais le côté. Il prend. Il crapote un peu. Ça, c'est Moon Knight. Puis des fois, il perd carrément le contrôle de ses émotions. Là, puis il part vraiment ce que Batman fait jamais. Là. Lui, c'est comme. Moon Knight, c'est Rambo déguisé en Batman. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est vrai. Non, peut-être pas le Punisher. Punisher, là, on est... on grimpe d'une coupe de... Mais il prend ses pouvoirs lors d'une pleine lune. Une pleine lune qui est la lumière, dans le fond, qui est la plus forte. Au niveau de la noirceur, ses pouvoirs sont décuplés. Qu'est-ce qu'on a dans la pleine lune aussi? Moi, je veux te parler de Hulk. Oui. Mais Hulk, ça dépend des versions, évidemment. C'est lorsqu'on a effectué le retour du Hulk gris. Dans les années 80-90, fin 80, début 90, avec l'auteur Peter David, c'est que Bruce Banner est Bruce Banner de jour et est Hulk de nuit. Parce qu'il est gris. Oui, aussi, mais à l'origine... La première BD, le numéro 1 de Hulk, c'était ça. C'était comme Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Il devenait Hulk à la tombée du soleil. Il redevenait Bruce Banner au lever du jour. Mais avec Peter David, on a poussé ça plus loin en disant que la Lune avait une influence aussi, comme c'était de la réfraction de la lumière du soleil. Donc, Hulk avait un peu de Bruce Banner en lui quand il y avait la lune. La pleine lune,
il était le plus docile. Il était Hulk pareil, mais à la pleine lune, il était plus docile. Parce qu'il y avait une partie de Bruce Banner. Il y avait une partie de rayon de soleil qui venait de la pleine lune. Ouais. Mais à la nouvelle lune, là, c'était là qu'il pouvait péter complètement les plombs. Ça fait beaucoup plus de sens que les histoires de loup-garou, justement, que là, c'est la pleine lune uniquement qui les fait transformer. Ça n'a rien avec le soleil. Il ne se transforme pas bien souvent, on va dire. C'est une fois par mois, là. C'est ça. Mais techniquement, ça voudrait dire qu'il se transforme un peu. Oui. un peu à chaque jour. Ouais, ça veut dire que la transformation dure très très longtemps. C'est ça. Mais je suis pas calé dans cette partie-là. Je veux dire, moi j'ai beaucoup de connaissances au niveau vampirique, mais on n'a pas fait d'épisode de loup-garou non plus. On n'a pas fait d'épisode sur les loups-garous, effectivement. Là, j'avais quelque chose à te dire, mais je viens de perdre mon idée. OK. Je viens de perdre mon idée. Dans l'alchimie. Okay. Le soleil est très présent également parce que c'est le rayon d'or. On sait que dans la chimie, le concept même, c'est de transformer le plomb en or. Mm-hmm. C'est comme le summum de ce qu'on appelle la réaction alchimique. Et le soleil, dans le fond, dans la chimie, tout tourne autour du soleil. Okay. Alors, on voit que les alchimistes avaient déjà compris que c'était comme notre vie tournait autour de cet astre-là. Et c'est pas lui qui tournait autour de nous. Là. Je veux dire, on voit que c'était des scientifiques. Peut-être qu'il y en a une gang qui l'ont pas dit, par exemple. Parce qu'il doit y en avoir beaucoup qui l'ont dit, qui ont brûlé en enfer. Peut-être aussi. Parce que Torquemada, à l'époque, il aimait ça beaucoup, brûler les gens. Okay. Pour un oui puis pour un non. Hein. Pour les gens qui savent pas c'est qui Torquemada, là, c'est un inquisiteur espagnol. Okay. Qui est un psychopathe complètement débile. Il y a une très très belle BD là-dessus d'ailleurs qui a été faite. Peter David sur Hulk, c'est le meilleur scénariste qui a passé. Ben, je pense que pour ce qui est de la durée, je pense que oui. Hein. C'est lui qui a été là le plus longtemps. Il a fait des méchantes belles affaires. Oui, mais selon moi, tout ce qu'il a fait, ça n'a jamais été Hulk. OK? Ouais. Bon, OK, je vois ce que je veux dire. Ouais. Il a tout déconstruit. OK? À un moment donné, le leader qui normalement avait une tête très très droite, là, c'était rendu comme si sa tête avait fait un popcorn. Là. C'était comme plus un cerveau qui avait... Il a déconstruit le leader. À un moment donné, il a créé le nouveau Hulk, qui était le professeur Hulk, un peu comme dans le film. C'est ça, dans Avengers Games. Ouais, peut-être un peu moins gnagnan, là, mais ça, c'est mes goûts personnels. Mais il était quand même... mais c'était le Hulk, mais avec le personnage de Bruce Banner à l'intérieur. Ouais, mais c'est que là, t'avais eu le Hulk gris avant, t'avais le Hulk vert qui était revenu, les deux se chicanaient la place dans le cerveau de Bruce Banner qui a complètement capoté, donc on avait comme mergé tout ça pour faire un seul et unique Hulk. Il y a eu ça, mais ce qui est arrivé à un moment donné, ce Hulk-là a pété les plombs et il est devenu Savage Bruce Banner. OK, là, non, là, c'est, je te dis, il y avait des bonnes idées. On prenait tous les principes, on mettait ça dans un chapeau, on brassait ça, puis on regardait ce que ça donnait. Mais c'est vrai que ça a fait de bonnes histoires, là. Qu'on pense que le Hulk gris est mort à cause d'une autre explosion gamma, mais qu'en fait, il y a quelqu'un qui l'a ramassé puis il est devenu un bouncer dans un bar à Las Vegas. Là. Il s'appelle Joe Fixit dans ce temps-là. Là. Ça a fait des pas pires histoires. Moi, c'est l'époque où j'ai le plus collectionné aussi la BD de l'incroyable Hulk. Mais justement, le soleil avait une incidence. C'est ce qui donnait un cachet à la BD de Hulk. C'est que tu savais pas, à un moment donné, là, il pouvait redevenir Bruce Banner à n'importe quel moment, ou Bruce Banner pouvait devenir Hulk à n'importe quel moment, puis c'était jamais le bon moment, évidemment, là. Puis ça donnait parfois de très bons cliffhangers. Ouais. Je ne peux pas passer à côté d'un soleil qui m'a fait acheter des figurines, des cassettes VHS, des toutous, des sacs à dos, name it, là. Donc, à quelque part, c'était geek, mais geek très très jeune. C'est le soleil des Teletubbies. Ben oui. OK, je peux pas passer à côté du soleil des Teletubbies. Une icône. Mais pour moi, c'est très très personnel, là, parce que je suis devenu papa sur les Teletubbies, là. Mais c'était vraiment, là, le premier petit rire du soleil au début de l'émission, et c'était le même effet sur les enfants de l'époque qu'un animal qui entend que tu shakes la bouffe, là. OK? Les têtes se levaient, tout arrêtait et on devait s'en aller devant l'écran pour voir les Teletubbies. Premier jeu vidéo de fiston,
Teletubbies. Le soleil est là-dedans, le soleil rit, tu suis le soleil, la petite hélice tourne, il y a des vidéos pour enfants. Il y avait pas 2 ans, il y avait un jeu vidéo de Teletubbies et c'était après ça, je pense que c'est devenu Street Fighter assez vite, là. Mais on peut rajouter quelques années. Mais ce soleil-là, c'est un personnage. Ça annonçait le début de l'émission, ça annonçait la fin de l'émission. Ça, puis l'espèce de haut-parleur qui disait c'est l'heure des Teletubbies, c'est l'heure des Teletubbies. Il était aussi dans Mario Bros 2. Oui, ben dans le jeu Mario Bros, ce personnage-là, il est pas gentil. Non, pas très, non. Non, ce soleil-là, il est pas gentil. Il te court après. Il te garoche du feu. Oui. Pour te brûler. Exactement. Il avait vraiment son petit look avec ses yeux puis sa bouche par en bas. Là. Dans le fond, c'était-tu le premier emoji? Presque. C'était réellement un emoji. Ça pouvait être considéré comme un emoji. T'as parfaitement raison. Parce que c'était ça. Là. J'ai dit, tu regardais avec un air genre, je vais te tuer. Oui, mais c'est que tu savais pas. Quand? Okay? Non, c'était ça l'histoire avec Mario Bros. C'était dans le 3, c'était pas dans le 2. C'était pas dans le 2, c'était dans le 3. C'était dans le 3, okay. Puis c'était vraiment là, un tableau dans le désert. OK? Ouais. Donc, il faisait chaud dans le désert, mais t'avais le soleil qui te suivait. Parce que ça, je pense qu'on a tous fait ça quand on était plus jeune en auto. Là. On avait bien beau se promener en auto à la vitesse qu'on voulait. Le soleil était toujours à la même place. Toujours. Et tu suivais le soleil. Donc, dans Mario Bros 3, le soleil, il te suit. Mais à un moment donné, il bouge. Puis après ça, il charge sur toi. Il descend. Faut que tu sautes pour qu'il passe en dessous de toi. C'est plus facile à dire qu'à faire. Oh, oui, il était assez méchant. Mais si on revient à la première histoire impliquant le soleil que je pense que tout le monde connaît, c'est Icare. Ben oui. OK? Icare, ça date. C'est de la mythologie. C'est de la mythologie grecque. Absolument. Oui, c'est sûr et certain. Donc, il ne faut pas se rendre jusqu'au soleil, sinon nos ailes brûlent. C'est ça. Il voulait se construire des ailes pour voler comme un oiseau. Il était pris dans le labyrinthe avec le Minotaure, en fait, puis c'est son père qui avait fait des ailes pour qu'il puisse s'envoler puis s'en aller. Oui, collé avec de la cire, je sais pas. Ouais, il y a du miel sur de cire. Il y avait du miel. Okay. Il a dit vole pas vers le ciel, puis évidemment, quand il a vu le soleil, il a voulu aller direct vers le soleil. C'est ça. Donc, les enfants, vous faites ce que les parents vous disent, sinon le soleil vous brûle. Puis le soleil et Icare, je vous en avais déjà parlé. Il y a une belle bande dessinée qui s'en vient là-dessus par Gabriel Piccolo, qui va sortir normalement au mois de novembre ou décembre. Une petite histoire d'amour entre 2 personnages. Il y en a une qui représente le soleil, puis l'autre, il est Icare qui fond sous l'influence du soleil. Ça va être vraiment très beau. Oui. À part Superman, il y a Ultraman. Oui. Ultraman, pis ça aussi, c'est toujours le même cliffhanger, là. C'est que quand Ultraman arrive pour se battre contre un monstre, il est là pour un temps déterminé. OK? Qui finit toujours par arriver là, juste au bord. Là, son cœur se met à flasher là, pour montrer que, faut qu'il retourne au soleil parce que sinon, c'est terminé, là. Okay? Donc, Ultraman prend son énergie dans le soleil. J'ai des gens ici qui trippent un peu Doctor Who dans ma maison, qui trippent un peu aussi sur les mangas et les animés. Donc, on m'a mentionné que dans Doctor Who, il y a un épisode, attends un petit peu, qui s'appelle 42, où on a justement, il reste 42 minutes avant que la station spatiale ou la station quelconque fonce dans le soleil, puis Doctor Who doit sauver la mise. Bon, évidemment, on se doute bien qu'il la sauve, là, mais on m'a mentionné que le soleil était très important dans cet épisode-là. Il y a un personnage de manga et d'animé qui s'appelle Escanor. Et ça, c'est dans la série Seven Deadly Sins. Moi, le premier dessin qu'on m'a montré, on m'a dit il est puissant, ce personnage-là. Mais là, je vois le personnage, puis j'avais l'impression de voir Alfred, là. C'est vraiment, là, ça fait personnage là, de majordome. Mais lui prend son pouvoir du soleil et est surpuissant rendu à midi. Parce que le soleil est à son apogée, là. Ouais. Donc il est surpuissant rendu là, il peut tout détruire, mais après ça, ben évidemment, c'est la pente descendante. C'est d'où ce que ça vient, ça?
Pas du tout. Ça vient de la légende de Gauvin, dans la légende d'Arthur, la légende des rois Arthur. Gauvin qui était un chevalier, un des preux chevaliers d'Arthur. Et à midi pile, quand le soleil était à son zénith, il y a tous les blessures qu'il avait, tous la souffrance qu'il avait disparaissait. Et il devenait à son maximum. Mais c'est Wolverine? Mais à midi seulement. Ouais, juste à midi. Gauvin, il s'est battu contre Lancelot pour la sauvegarde de la réputation de la reine parce que Geneviève a été pris à commettre l'adultère avec Lancelot par le roi Arthur. Et puis Gauvin s'est battu contre Lancelot à ce moment-là. Lancelot était le représentant de la reine pour l'honneur, parce que dans ce temps-là, au lieu d'envoyer des millions de monde se battre, on a envoyé 2 personnes se battre. Et ça a été un combat épique là, entre les deux, parce que Lancelot, c'était le chevalier à la charrette, là, le chevalier qui n'a jamais été battu. Fait que c'était vraiment... C'est épique, et ça venait de là. C'est ce côté-là. Là. Encore une fois, c'était représentatif de la lumière, le zénith. C'était pour représenter que le chevalier, comme le soleil, quand il arrive à midi, c'est là qu'il est le plus chaud, qui est comme le plus proche de la terre. Il vient là, de nous réchauffer le plus. Ben, c'est ça, Gauvin allait chercher cette énergie-là, puis il était capable de la canaliser à l'intérieur. Alors, il y a des très belles affaires dans la... On devrait faire un épisode là-dessus, les légendes d'Arthur. Notons ça. Et dans la culture japonaise, il y a une déesse du soleil qui s'appelle Amaterasu, et elle est souvent mentionnée dans les mangas et probablement dans les animés. Donc, je sais pas, il y a peut-être même un personnage d'animé qui sûrement. Qui prend ses pouvoirs là. Mais le Japon, comment qu'on l'appelle? On l'appelle l'Empire du Soleil. C'est ça, ou le pays du soleil levant? Le pays du soleil levant, je veux dire, ça doit prendre une place importante. Mais c'est tellement une culture que moi, personnellement, je connais pas. Là. J'aimerais ça vraiment avoir quelqu'un là, qui a des connaissances là-dedans, puis qui pourrait bien nous expliquer là, en quoi c'est important, là, ce côté-là. Là. C'est ça, je ne me rappelle pas du nom, mais même si t'es pas un grand fan de salon, il y en a un à Québec uniquement là-dessus aussi, là, sur la culture japonaise, les mangas, les animés. Là. Je pense que c'est notre ami René Cloutier qui nous a parlé de ça, là, qui lui est pas mal calé dans la culture manga. Là. Un peu comme ton fiston. Oui, mais notre ami René Cloutier, lui, reçoit des boîtes surprises du Japon aussi. Oui, à un moment donné, il va avoir une boîte surprise avec la grippe japonaise dedans, puis on va le perdre, ça c'est sûr et certain, ou bien une coquerelle japonaise. Je ne sais pas, mais moi j'ai toujours été surpris par, je ne sais pas si lui en a déjà reçu, là, mais du Pepsi aux Doritos et des Doritos au Pepsi, là. Ça c'est le Japon, ça. Pourquoi? Non, cette question-là ne se pose pas. D'accord. Moi, je pense qu'au Japon, c'est comme pas nécessaire. Non. Il se pose pas cette question-là. Non, Kit Kat au wasabi. OK, c'est vraiment... Mais c'est ça. La semaine dernière, j'ai goûté des bonbons Mario Bros et j'avais l'impression de manger du Vim. Okay? Ça goûtait le ménage, ça goûtait le propre. Là. C'était bizarre un peu. Mais c'est ça. Vive le pays du soleil levant. Oui. Ouais, mais ça. Non, attends un peu. C'est pas la Chine, ça. C'est la Chine ou le Japon? L'Empire du Soleil, la Chine? C'est le Japon. C'est le Japon qui a le soleil sur leur drapeau. Oui, c'est le Japon qui a le soleil sur le drapeau. OK. Non, moi, c'est Puis t'as le roi Soleil en France aussi. OK. Qui était Louis XIV, le roi Soleil. OK. Alors, qui était censé être représentatif de l'astre de Dieu. OK. Parce que, Puis évidemment, on retrouve ces personnages-là quand même dans la fiction aussi, non? Oui. Dans les livres qui sont un peu plus basés sur l'histoire, dont nous n'avons jamais fait d'épisode non plus. Non plus, ça sera... On n'a pas fait d'épisode sur l'histoire, ni d'épisode sur la mythologie. Tant grec que romaine, par exemple. Parce que dans les Romains, on ne l'a pas fait. Les Romains, c'est Apollo, Apollo et Hélios, qui est représentation, qui est les représentations du soleil. Oui. Là, c'est loin dans ma tête, là, en tant que tel. Un des personnages les plus forts de Marvel, c'est Sentry. Oui. Sentry qui est dit dans les caractéristiques qu'il est équivalent à 500 millions d'explosions de soleil à l'intérieur de lui. Alors, qui était au départ un poisson d'avril.
Ça, par exemple, je peux pas. Sentry, là, à un moment donné, on avait sorti ça doit être dans les débuts d'Internet, là. On avait sorti ça comme étant un personnage créé par Stan Lee qui avait jamais été publié. C'était pas vrai. C'était pas vrai. Mais il restait là parce qu'il a quand même été justement, après ça, oui, après ça, on l'a vraiment publié, là, mais c'était pas vrai que Stan Lee avait... il l'avait peut-être créé là, pour la blague, là, mais c'était pas... On laissait transparaître qu'on avait trouvé ça dans une voûte, là, puis... non, c'était un canular total de Marvel, là. Marvel est en arrière de ça. Qui a fait en sorte que ce personnage-là a quand même eu une vie littéraire assez intéressante. Là. Où ce qui est le plus dangereux, le soleil, je pense que c'est dans le désert. Hein? Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de films qu'on a vus qui se passaient dans le désert où ce que le soleil est omniprésent, où ce que tu vas avoir le coup de soleil, les fameux mirages. Hein, aussi. Les mirages qu'on a, et ça, c'est pas toujours dans le désert, ça peut être également en Antarctique, où la présence du soleil est là aussi. On a à penser aux montagnes hallucinées de Lovecraft, où avec la présence du soleil qui est là, il va voir ce fameux mirage de cette ville perdue-là, dans le plateau de l'Aigle. Alors, on se pose la question et tout ça. Il n'est pas très présent dans la littérature de Lovecraft, le soleil, par contre, mais il est là quand dans cet épisode-là. Dans les settings de jeu, il y en a un que je dois absolument vous parler, qui est un vieux setting de Donjon Dragon qui s'appelle Dark Sun. Red nous en a parlé quelques fois, qui lui se passe dans un monde parallèle de donjon où il y a un soleil bleu qui est en train de mourir et le monde est comme un peu laissé en abandon, et ça se passe dans le désert. Alors c'est excessivement là, désertique, aride comme jeu, avec peu de capacité de survie parce qu'il n'y a pas d'eau pratiquement. Dans le fond, on a toutes les conditions qu'on a dans le désert, par exemple. Et ce soleil bleu-là qui commence à mourir. Et c'est un très beau setting pour jouer dans un univers comme ça, où dans le fond, le soleil est pratiquement un ennemi, là, parce qu'il est là. Il est là tout le temps, il va t'empêcher de faire des choses parce qu'il va te faire mourir, il va te faire brûler, il va te faire divaguer, il va te faire voir des choses, si tu te protèges pas de lui, t'es fait dans le fond. C'est quasiment un personnage non-joueur constant dans Dark Sun, le soleil. D'ailleurs, le titre le nomme, de Dark Sun, c'est le soleil noir. Là. Et qui ne se rappelle pas de cette merveilleuse scène de Star Wars avec Tattoo 1 et Tattoo 2 sur Tatooine avec les deux soleils. C'est ça, je me demandais où j'avais vu deux soleils. Et voilà. Et c'est représentatif de quoi, ça? Les deux soleils qui sont là. Ça représente quoi? Le nouvel espoir. Le nouvel espoir qui est qui? Qui est Luke Skywalker. Je veux dire, c'était représentatif de la lumière de cet univers-là. Cette lumière-là qui avait besoin d'arriver, qui était là pour donner de l'espoir aux gens. C'était Luke. Je veux dire, puis les gens qui pensent que c'est du hasard, non, c'est pas du hasard, c'est voulu. Je veux dire, Luca, on peut bien y donner tous les torts du monde là, en disant il a scrappé tout ça, puis non, c'est dire, Luca, il a pensé son affaire. C'est quelqu'un qui est excessivement intelligent au niveau de l'écriture, puis il n'y a rien qui est laissé au hasard dans sa trilogie, que ce soit la première ou la fameuse préquelle. Alors ça, cette scène-là, c'était une scène quand même assez importante. Je veux dire, on peut pas passer à côté de ça au niveau cinématographique, là. C'est comme assez évident, là. Je veux dire, c'était beau, là, en tant que tel. Puis je termine, puis après ça je te laisse parler de ton truc. Je sais pas si vous avez vu ce film là, mais moi je vous le conseille fortement. Ça s'appelle Sunshine, ça s'appelle Les Derniers Rayons du Soleil. C'est un film de Danny Boyle. Oui, je me l'étais noté aussi. Tu l'avais noté? Non, mais veux-tu en parler? Je l'ai jamais vu. Tu l'as jamais vu? Je veux dire, j'ai trouvé ça dans mes recherches, là, mais Écoute, ce film-là, c'est vraiment extraordinaire parce que le soleil est là partout. Premièrement, il est en train de mourir. Alors, il condamne l'humanité à l'extinction totale. Icarus 2 est le deuxième vaisseau
qui part vers le soleil parce que le Icarus 1 a raté sa mission, qui était dans le fond de faire redémarrer le soleil avec le nucléaire. C'est ça. Alors Icarus 2, lui, ramasse tout ce qui reste de matière nucléaire, de la fission sur la planète pour faire une méga, giga, ultra, méta bombe. Là. C'est ça. Moi, j'ai vu ogive de la taille d'une ville. Ah ouais, écoute, c'est énorme, là, je veux dire. Puis leur but, c'est vraiment de prendre ce vaisseau-là, de se rapprocher le plus proche du soleil, sans savoir, dans le fond, qu'est-ce qui va arriver, parce qu'on n'a pas de données exactes, savoir si le vaisseau va réussir à résister à cette fameuse pression et radioactivité-là. Et partir cette bombe-là pour faire en sorte que le soleil redémarre. Là. Bon, c'est de la science-fiction, on s'entend. Là. Je veux dire, il n'y a pas personne ici qui peut penser que ça va arriver. Ouais. Je veux dire, on peut pas redémarrer le soleil avec une bombe nucléaire, là, même si ça fait la taille du Texas. Mais c'est de la bonne science-fiction parce que l'équipage du premier Icarus est pas tous morts. Il va rester le capitaine qui, lui, est comme viré fou par rapport à ça parce qu'il est exposé trop longtemps aux rayons et à la radiation. Et là, il va avoir comme une genre de bagarre entre les deux, entre lui puis lui, il veut pas faire la mission. Et c'est vraiment très très bon. C'est Danny Boy qui nous a donné 28 jours plus tard, entre autres, Slumdog Millionnaire. C'est pas les derniers James Bond ou celui qui s'en vient aussi? Je pense qu'il a pas abandonné. Je sais pas, mais il me semble son nom. Il était là-dedans, il me semble qu'il y a comme eu un problème de temps, ou je sais pas. Ah, ça se peut. Je peux pas te dire, mais en tout cas, il y a La Plage aussi. Alors, c'est vraiment un réalisateur connu et récompensé, très doué. Alors, puis c'est avec Cillian Murphy qui était dans, entre autres, qui jouait on reste dans la sphère geek, qui jouait l'épouvantail dans le premier dans les Batman de Nolan. De Nolan. Puis il était également le personnage principal secondaire dans Inception, parce que c'est dans lui qu'on va mettre l'idée de démanteler. Peaky Blinders. Oui, Peaky Blinders, qui est le personnage principal de Peaky Blinders qui est extraordinaire. J'en parle pas beaucoup. Là. Alors, si vous avez un film qui parle de soleil, allez-y avec ça, c'est vraiment très, très, très beau. Puis quand ils vont vraiment là, proche du soleil puis qu'on le voit, là, c'est sûr qu'ils ont des filtres, là, des filtres pour protéger les yeux, parce que regardez-les pas avec vos yeux parce que vous allez brûler. Là. C'est comme... Ce qu'il faut pas faire pendant une éclipse. Exactement. Ils inventent vous pouvez vous faire un petit truc en carton là, pour vous protéger. Là. Parce qu'il y en a encore qui le font. Hein, parce que moi, il n'y a pas de problème avec ça. Les yeux sont forts. Il y en a des de même dans la vie. Là. Fait que protégez-vous, s'il vous plaît. C'est sûr. Puis ça vaut vraiment la peine, Sunshine. Si je recule le plus loin dans le temps, en ce qui me concerne, à moins de me tromper, le premier film que je me rappelle d'avoir vu en salle, et c'était probablement l'amphithéâtre d'une école secondaire, hein, c'est Tintin et le Temple du Soleil, que j'ai d'ailleurs en DVD. Okay? Tintin et le Temple du Soleil, c'est un peu à la même époque qu'Astérix le Gaulois. Oui. Je pense, la fin des années 60, là, on commence à adapter les stars du franco-belge en dessins animés. Il y avait Astérix, il y avait les Schtroumpfs, puis encore là, je me demande si c'est pas Johan et Pirlouit, là. Avant que ce soit juste les Schtroumpfs. Il y avait Lucky Luke aussi là, qui commençait tranquillement à arriver. Là. C'était dans les années que c'était Gaumont qui faisait ça. Là, le fameux symbole. Moi, c'est Belle Vision, par exemple. Le Belle Vision, c'est pour le Temple du Soleil. Là. L'album il était sorti, par exemple, dans les années 40, 49 environ. Alors, ça faisait quand même un petit bout qui était sorti. Ça. Donc, moi, ça m'impressionnait, ce film-là. Là. La musique dans Tintin, le Temple du Soleil, la musique est bonne. J'ai appris aujourd'hui, parce que j'en ai regardé encore un petit bout, là, que les chansons sont de Jacques Brel. Dans Tintin, le Temple du Soleil, là, quand ils sont en prison, puis là, le petit bonhomme chante, puis la petite fille répond, puis c'est donc triste, je vais mourir demain, puis on se reverra jamais. Là. Ce serait Jacques Brel qui aurait composé ça. C'était Zorino, là. Oui, c'est ça, exactement. Pourquoi faut-tu, Zorino? Exactement. Donc, tu es en train de me chanter du Jacques Brel. Pourquoi faut-tu que tu t'en ailles, Zorino? C'est ça, exactement. Avec sa petite voix de... Sauf que ce que je sais de ce film-là, c'est qu'en fait, c'est l'amalgame des 7 boules de cristal et du Temple du Soleil. En fait, même dans l'album, c'était...
Hergé n'a pas fait beaucoup de typiques d'albums qui se suivent. Il y a eu Les Secrets de la Licorne, puis le Trésor de Rackham le Rouge, Objectif Lune, puis Blanc de mémoire, l'autre. Les Mystérieuses. Je me souviens pas. Mais lui, l'aventure du Temple du Soleil, ça poursuit les aventures de Les 7 boules du cristal. OK. Parce donc, que les deux BD forment une histoire. Mais on pourrait considérer ça comme ça. Bien que c'était pas dans son style. Oui, parce que dans Les 7 boules du cristal, le professeur Tournesol disparaît. Et dans le Temple du Soleil, ils partent à la recherche du professeur Tournesol qui est disparu. Alors c'est là l'amalgame. Donc mais là, c'est loin. Là. Oui, mais c'est pas mis ensemble pour être mis ensemble. C'est vraiment comme ça que ça se passe si on lit les deux BD. C'est à ma mémoire, là, mais écoute, des Tintins, je lis pas tous les années. Là. C'est ça. Et ce que j'ai appris aujourd'hui et que j'ai constaté quand je l'ai regardé cet après-midi, c'est que le film commence par une espèce de... On sait pas trop si c'est une conférence ou un reportage télé ou une émission de télé à saveur scientifique. Il y a quelqu'un qui nous explique la malédiction. Et c'est Hergé en dessin animé. Ah oui? Oui. Je m'en souviens. Oui. Puis quand tu le vois, ça ressemble à Hergé. Un peu comme le film en animation 3D. Quand le film commence, le film qui aurait dû être une trilogie. Là. Oui, malheureusement. Malgré qu'on dit encore que le deuxième s'en vient, mais bon. Quand ce film-là commence, on est Tintin. OK? On est comme en first person, là, et il se fait faire une caricature, puis ça donne le Tintin des dessins des bandes dessinées, et celui qui lui donne, c'est la version 3D d'Hergé. Ça, j'avais constaté ça tout de suite en voyant le film. Mais Tintin et le Temple du Soleil, moi je l'ai en DVD. Je trouve que même encore aujourd'hui, bon, l'animation fait un peu comme le premier Astérix le Gaulois, là. Ouais, c'est l'animation des années 60. C'est ça, exactement. Ça a été à nouveau adapté dans la télésérie de dessin animé Tintin en 1992, Le Temple du Soleil. Ça, je l'ai pas revu, parce que moi, dans ma tête, ça demeure un film musical. OK. C'est ça. Moi, j'ai... C'est un film important pour moi parce que c'est là que ça a tout commencé. C'est une des BD aussi probablement les plus connues de Tintin, là, je veux dire, Le Temple du Soleil, qui se souvient pas de cette scène-là, de cette fameuse éclipse du soleil. Ben oui. Où ce qu'on voit Captain Haddock et Tintin accrochés sur le fameux... bio, parce que dans le fond, ils sont là pour être brûlés. C'est la civilisation Inca qui va les sacrifier. À la place de Zorino, là, je me souviens bien. Je pense que Tintin réussit à sauver Zorino, prendre sa place, mais c'est loin. Là. Oui. Et puis il se rappelle là, qu'il y a une éclipse de lune, de soleil. Oui, ben ça, puis, il voit le journal. Oui, c'est ça. Puis là, il va utiliser ça pour dire, voyez comment je suis puissant, je vais faire... partir votre... C'est ça, c'est comme une séquence à la Colombo, ça. Il voit le journal, lui dans sa tête tout est réglé, mais toi tu sais pas qu'est-ce qu'il y a eu dans sa tête. Tout à fait. D'ailleurs, Tintin qui est un extraordinaire détective aussi, c'est un journaliste extraordinaire. C'est la base de la BD. Je le répète souvent, puis je le dis toujours. Si vous voulez savoir c'est quoi la BD, le concept de la BD, comment ça fonctionne, comment ça doit être fait une BD, là? C'est quoi le fonctionnement parfait d'une BD, là? C'est Tintin. Okay. Et puis Hergé l'expliquait clairement, puis là je fais un petit aparté par rapport à notre sujet parce que je trouve que qu'on n'a pas fait d'épisode sur Tintin. Non, on n'a pas fait d'épisode sur Tintin, mais il y a eu une case où il prenait toujours exemple pour expliquer c'était quoi la BD. Okay. La BD, c'est des images et des textes, mais le dessinateur Hergé disait, moi, je vais te mettre une image, mais la scène, c'est toi qui l'as fait dans ta tête. C'est ça. Et cette fameuse scène dans Vol 747 pour Sydney, où ce qu'on voit le capitaine Haddock, on voit Tintin monter dans une échelle, dans un avion, et là, on voit l'autre case, le capitaine Haddock, qui monte dans une échelle, mais c'est une échelle avec pas d'avion au bout. Okay. Il s'est trompé d'échelle, et dans la troisième case on voit le capitaine Haddock dans l'avion mais avec plein de bleu, plein de pansements et tout. Je veux dire,
il n'y a pas besoin de dessiner la scène de la chute du Capitaine Haddock. Je sais pas qui disait ça. On la voit. Mais l'histoire est entre les cases. Exactement. Puis entre les cases, c'est qui l'a fait l'histoire? C'est toi. Mm-hmm. Alors Hergé, lui, c'est ça qu'il a inventé dans le Franco-Belge. La fameuse ligne claire, cette fameuse école-là, c'est ça. Je veux dire, Franquin, tous ces grands-là qui nous ont construit la BD, toute la base de ce qu'on lit en BD, ça vient de eux. Alors qu'on aime, qu'on n'aime pas, oui, des fois, Tintin, on regarde ça, on trouve que ça a mal vieilli. Oui, c'est de la ligne claire, puis si on compare ça avec les dessins qu'on a aujourd'hui, on se dit, waouh, voyons donc, c'est n'importe quoi, mais c'est la base. C'est la fluidité des classes, c'est comment lire une BD. C'est ça. C'est ça. C'est tellement ça, là. Juste par rapport au Temple du Soleil, puis ce que tu dis, dans le début du film, les Dupont arrivent. OK? Pour dire qu'un des scientifiques qui attendait, finalement, ils l'ont retrouvé dans le décor, endormi dans son auto, puis bon. Ben, les Dupont sortent de leur voiture et commencent à monter les marches, un à côté de l'autre, de la même façon, parce qu'ils font tout pareil. Mais on les voit monter, et après ça, on est de l'autre côté de la porte. Tintin l'ouvre, et les deux Dupont sont étendus par terre parce qu'ils ont probablement passé une marche. Mais on le sait pas. Mais on le devine. On le devine. On le voit, la scène. Et les deux Dupont disent, nous avons manqué notre entrée. C'est juste ça. Fait que c'est calqué sa BD, certain, là. Ah ouais, c'est clair. Ben oui, parce que c'était il y a beaucoup de techniques d'animation qui passent de là. Mais surtout cette type d'animation-là dans Astérix, souvent on avait ça, c'était vraiment des juxtapositions d'images. Oui. On avait une fluidité entre les scènes, mais souvent c'était comme une image avec un autre. On était vraiment au balbutiement de l'animation. On est loin là, de ce qu'on voit. C'est ça, mais je pense que ça a quand même bien vieilli. Là, si jamais vous mettez la main là-dessus. Ça vaut vraiment la peine. Puis on peut pas finir, parce qu'on est pas mal dans sa fin, là, mais Les Mystérieux Citadors. C'est ça. Moi, je connais ça de nom. Stéphane Zia. Je connais ça de je le vois, puis je pense qu'il n'y a pas une nouvelle. Récemment, il y a eu des nouvelles saisons qui repartaient exactement à la suite de ce qu'on connaissait. Oui. Écoute. Mais ça, c'est des Incas aussi, là. Ben, c'est la civilisation Mu, dans le fond. Okay. Je pense que c'est une civilisation qui existait ou qui. Je crois que oui. En tout cas, bref, ils partent là, puis là, ils vont tourner autour de cette fameuse cité d'or-là, la recherche de l'or, qui était les conquistadors espagnols, qui était tellement important. Cette légende des 7 cités d'or, l'Eldorado. D'ailleurs, le deuxième Trésor national est là-dessus, le film Trésor national avec Nicolas Cage est là-dessus, sur l'Eldorado. Et puis, ils vont poursuivre ça, ils vont rencontrer des Esteban Zia, Tao qui est un ancien de la civilisation, des Mus, je crois. Comment c'est pas des Mus? Pas des Mayas? Ouais, mais je pense qu'il y avait une connexion avec les Mus, je crois. En tout cas, il était capable de lire les hiéroglyphes de cette... Puis, là, il va y avoir le Grand Condor, le fameux Grand Condor d'or qui ne marchait qu'au soleil. Hein. Alors, tout est représentatif du soleil. Le fameux bateau, l'immense bateau qui était aussi avec des grandes voiles en or qui récupéraient l'énergie solaire. C'est excessivement science-fiction quand on revient à ça. On regarde ça aujourd'hui, puis on se dit, là, OK, c'était vraiment de la science-fiction, là, parce que les condors d'or qui récupéraient l'énergie avec les vaisseaux, il n'y a aucune arme, là, mais c'était quand même un genre de vaisseau spatial qui volait. Là. Je pense que c'est très représentatif de les civilisations Inca. Toute l'importance du soleil à l'intérieur de tout ça, je pense que on peut pas faire autrement. D'ailleurs, sur ce médaillon, il y avait un soleil, je crois. Oui. Il me semble, là, c'est un médaillon qui était comme en double. Là. Un soleil puis une lune. Ouais, un soleil puis une lune, puis il retrouve son père à la fin qui meurt. Là, c'est dramatique à fond. Là, j'ai jamais vu cette scène-là. J'ai jamais écouté jusqu'à la fin. Ah, moi, j'écoute. Puis c'était le fun parce que à la fin, il y avait toujours ce petit segment d'histoire-là. Qui relatait les faits réels de la civilisation Inca. Puis je me rappellerai toujours ça durait pas longtemps, je pense que c'était 2 minutes, 3 minutes max, où ce qui parlait des sacrifices humains. OK. Fait que
Tu sais, Ça doit être impressionnant quand t'as juste 8 ans. Quand t'es jeune, puis tu vois ça, puis tu montes le gars avec le couteau, tu fais comme « Holy! » C'est comme incroyable, hein? Fait que dans ce temps-là, moi, je partais à la bibliothèque pour faire des recherches pour voir si c'était vrai. Maintenant, on n'a plus rien qu'à faire c'est ça. Wikipédia. Ouais. À trier l'information. Parce que mais c'était une très, très grande série sur toute la présence du soleil. Je pense que c'est une série culte, là. C'est ça. Ouais. Mais pour ce qui est du soleil, là, on parle... on parle de ce qui est évident. Je pense qu'on a allumé des lumières à plein de gens concernant la présence du soleil dans la culture populaire. Mais le soleil, même s'il n'a pas un rôle prédominant ou clair, il est là de façon subtile, à moins de me tromper, là, mais le roi lion, ça commence par le soleil. Là. La première image du roi lion, c'est le soleil qui se lève. Là. À qui qu'il montre, le bébé? Il montre aux gens, mais il montre également au soleil. C'est ça. Il présente à l'astre qui est comme... D'ailleurs, dans la chanson, il dit « Notre nouveau roi soleil ». Exactement. Okay. Alors, c'est la bénédiction du soleil sur le petit lion qui est Simba, qui va prendre la place de son père, puis qui va devenir, dans le fond, le nouveau enfant soleil, le nouveau soleil de la jungle. Oui. Puis quand on va au zoo, puis qu'on regarde les lions, on se rend compte que, dans le fond... à part dormir au soleil, pas grand-chose. Puis j'y pense aussi, mon film fétiche qui est L'Exorciste, un coup, le titre d'ouverture qui nous saute à l'écran, ça fond, puis ça arrive sur le soleil de l'Irak. Ben oui, parce que c'est là qu'il rencontre Pazuzu. Exactement. Dans le désert. Alors, au soleil, alors avec ce fameux ce soleil-là qui se couche, sa première confrontation entre le prêtre et Pazuzu, cette fameuse statue. Oui. Et on sent toute la pesanteur de la scène avec cette chaleur-là, où ce qu'on voit vraiment là qui est... Puis c'est vrai que c'est une scène importante aussi, ça, de l'histoire du cinéma, puis... Parce qu'on voit, là. C'est ça. Et souvent, tu peux avoir des histoires où la scène est au coucher du soleil. Dans Star Wars, encore, la scène dans le préquel, où est-ce que Anakin puis Padmé se marient, c'est au coucher du soleil. Exactement. Okay. Tous les albums d'Astérix se terminent par un coucher du soleil. C'est vrai. Toutes. Voilà. C'est 100% des albums. Fait que finalement, c'était un petit sujet facile, pas tant que ça. Non, on a fait qu'effleurer encore la patente, là, encore une fois. Là. Mais c'est ça notre but, c'est de faire découvrir la vaste étendue de la culture populaire. Et on s'est trouvé plein d'autres sujets. Oui. Il va falloir écouter le podcast avec un calepin. On va prendre des notes. On n'a pas parlé de bijoux non plus. Non, on n'a pas parlé de bijoux. Non. Ça... On est bon jusqu'au centime. On va y aller avec nos Samalumes, Samétain. On va commencer par Imaginatrix. Ouais, ben moi, c'est ça, j'en ai comme plein, là. Vas-y fort. Je vais y aller avec notre Samalume commun qu'on va faire sur Stranger Things, parce que c'est le premier. Je m'inclus pas, je suis encore dans la deuxième saison. On va essayer de pas spoiler rien. Non. Mais... On s'en sac, vous avez qu'à l'écouter. Mais j'ai écouté le soir qui est sorti, je me suis clenché les 3 premiers épisodes. C'est plus qu'addictif, encore plus que les deux premières saisons. OK. Parce que moi, la deuxième, sûrement que je vais finir par trouver ça bon, là, mais j'ai pas eu le besoin de me l'éclencher. Okay. Non, là, t'as le besoin, c'est un besoin viscéral. OK. Mais la première saison, là, j'avais regardé ça quasiment d'une journée. Ils se mettent tellement dans la merde à un moment donné que t'as pas le choix de continuer, puis de continuer, puis à la fin, tu t'en rends pas compte, puis t'es rendu au dernier épisode. Puis t'en veux encore. Puis t'en veux encore. C'est ça, là, tu te dis, il faut pas que ça arrête là. Fait qu'à part de fumer, c'est bon, là. Oh, je fume même pas dans le film. Non, mais c'est une blague, là, parce qu'il y a une polémique là, que Netflix mettra plus de cigarettes dans ses... Ah bon? Ouais, mais ça fait longtemps que c'est fait. Ils ont enlevé la cigarette à Lucky Luke pour ça. Ah oui, c'est vrai. Hey, ça aurait-tu fait polémique, ça, un peu, si ça avait été aujourd'hui? Arrêtez l'enfer. Dans le temps, ça n'a rien fait pantoute. Là. Mais il n'y a pas de réseaux sociaux dans ce temps. C'est vrai, aussi. Écoute, mais Stranger Things, je trouve qu'ils ont commencé très fort, puis il n'y a pas eu de relâchement dans toute la saison.
Puis la finale était vraiment grandiose. Je suis contente parce qu'ils ont encore fait une scène, une ouverture dans la finale. Très intéressante à part de ça. C'est juste un petit élément, là. On a comme rien vu, là, mais on a juste entendu un nom, puis on a fait comme « Oh! Oh, c'est sûr qu'il revient. » La finale, si vous ne broyez pas à la finale, là, c'est parce que vous êtes mort en dedans. J'ai braillé, sérieusement. C'est vraiment là, de l'intensité. Puis c'est pas horrifique, c'est rien, c'est rien que c'est humain. Ils vont vraiment te chercher dans tes émotions, dans tes parce que c'est beaucoup basé sur l'adolescence. Hein? Je veux dire, les petits garçons, ils vieillissent. Puis ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est la relation entre ces garçons-là. Je veux dire, t'as Luca puis t'as Mike qui, eux, commencent à s'intéresser aux filles. Ils ont chacune une petite copine. Ils commencent à faire des petits bécos et tout ça. Et puis t'as Will qui, lui, veut continuer à jouer à donjon. Ouais. Puis il veut rester jeune. Puis tu sais, puis là, tu te vois là-dedans, puis tu te dis, c'est nous autres, ça, c'est moi, là. Tu sais, c'est ce qu'on a vécu, là. Ils sont en pleine transition vers la vie adulte. Là, exactement. Dites-moi-en pas trop, là, vous le savez que moi, je suis prêt à regarder Charlie Brown. Tu vas broyer, man, tu vas broyer ta vie, là. Écoute, il y a une scène avec Will, là, dans sa cabane, là. Ouais. Écoute, moi, je l'ai reculé, puis j'ai fait comme, ça se peut pas, là, c'est comme trop intense, là. Puis ces acteurs-là, là, sont bons, hein, mais ils sont bons. Je veux dire, puis ils sont grands, là. On les a vraiment vus grandir. Là. Je veux dire, là, c'est Mike, entre autres, là, il est complètement différent là, de ce qu'on a vu. Là. Luca, pas si pire, là, mais Mike, là, il est vraiment rendu. Tu le vois qu'il a grandi. Là. Puis, écoute, c'est tellement bon. Là. C'est tellement bien écrit. Puis, tu sais, je lis des commentaires des fois qui disent les 4 premiers épisodes, c'est long. Des longueurs. Mais non, mais c'est parce que c'est là qui nous montre la dynamique de l'adolescence. Puis cette dynamique-là passe par les années 80. Donc, je veux dire, on est les deux petites filles qui écoutent du Madonna, tu sais, c'est ça. Là, je veux dire, c'est moi, j'ai vécu ça. Là, je veux dire, c'est mes années. Là, je veux dire, c'est ce que je faisais. Là. Quand on était jeune, on allait où? On allait au centre d'achat. Là. Je veux dire, c'était comme le centre de tout. Écoute, moi, c'est un sans faute. Je vois pas rien de négatif. Ben écoute, non, je vais me mettre là-dedans. Puis pour ceux qui ont jamais écouté Stranger Things puis qui essayent de comprendre le phénomène, parce que ça a vraiment été un phénomène les dernières semaines, tu sais, écoutez la première saison, juste les premiers épisodes, puis vous allez le savoir tout de suite si c'est pour vous autres ou si c'est pas pour vous autres. C'est vrai. C'est assez clair. Puis un coup que tu as commencé à t'intéresser à ça, là, tu peux pas arrêter là. Avant d'arriver à la 3e saison. Puis la 3e saison, tu peux pas arrêter pantoute, là. OK. Mais ça a été mon gros ça m'allume. Puis, tu sais, j'ai fini de l'écouter jeudi dernier, la semaine passée. Puis, je suis encore dedans, là. J'ai encore l'impression d'être dedans dans cette histoire-là. Puis, je veux pas la lâcher. Puis, je pense même à aller chercher le livre qu'ils ont fait, là, sur avant la saison 1, là, je pense qu'ils ont fait une histoire là-dessus, là, juste pour rester dans cet univers-là. Je pense qu'il y a 2 romans. Ah, ils sont rendus à 2? Il y en a 2. Il y en a un sur le médecin, docteur, puis l'autre, c'est sur Hopper. Je me souviens bien, parce que je l'ai vu passer à la bibliothèque, mais j'ai pas eu le temps de fighting. Je partais en vacances. Avez-vous vu la fausse bande-annonce de Hopper P.I. qui est faite comme Magnum? Non, mais c'est drôle. Encore là, ça, c'est une affaire, tu sais, que les gens ils ont des difficultés à comprendre le concept. Il dit c'est pas original. Ça manque d'originalité, Stranger Things. Ça ressemble à Steven Spielberg puis Stephen King. Mais c'est parce que c'est voulu. C'est ça. Je dis, les 2 frères qui le font, ils l'ont dit. C'est un hommage qu'on donne à ça. Il dit, pas, il ressemblait à Magnum Pierre. Mais c'est voulu. Je dis, ça le cache. C'est même pas caché, là. C'est pas comme. Non, ils disent, oui, notre personnage il ressemble à ça parce que c'est ça qu'on voulait. C'est ça. Le thème d'ouverture qui ressemble à Tangerine Dream. C'était voulu. C'est ça. C'est ça, c'est voulu parce que c'était un bravo, groupe qui était important. Là. On se peut dire que Magnum P.R. dans les années 80, c'était comme. C'était hot. C'était hot, là. Je pense que le remake, là. C'était moins hot un peu. Tom Selleck, là, c'était-tu un sex symbole des années 80, là? Hein? Avec sa moustache puis sa chemise hawaïenne, là. Son chest de poêle. Hein? Puis ils vont remettre le film,
Histoire sans fin à la mode. Ah oui. Hey, et peut-être le nouveau Coke. Oui, le placement de produit, là. Ouais. Il était génial. Puis c'était voulu, là. Tu l'as vu, là. Tu sais, c'était identique, là. Il prenait son temps, là. Puis tu vois Luca qui prend le Coke, le New Coke, là. Puis il tourne vers la caméra. Puis tu sais, tout ce qu'on voyait dans les films des années 80, là, tu te dis, mais ça avait pas de bon sens de faire ça. Mais c'était le même. Mais c'était voulu. Oui, parce que je pense que c'est-tu Cobra dans le film du même nom qui tire dans un présentoir de Pepsi. Là. Il est immense, le présentoir de Pepsi. Là. C'est marqué Pepsi. Là. Ah oui, c'était... Ouais, puis ah non, je peux pas trop t'en vendre, là, parce que je vais te vendre des punchs. Il y a tellement de références à plein de trucs, là. OK. Puis c'est surtout à... Non, puis c'est pas dérangeant, tu sais, ça passe free, là. Ah, c'est ça, ceux qui connaissent pas les références, c'est pas grave. À la limite, là. Non, c'est ça. OK, c'est exactement. Sauf que si t'as la chance d'avoir une culture générale un peu développée, ça te fait sourire. Ça te fait sourire, puis ça fait comme, ça c'est intelligent. Surtout le bout avec Back of the Future, là. Qui parle il comprenait pas ce qui se passait. comprenait pas ce qui passait, là, parce que les deux, ils voient ça, puis ils se disent, t'as peu, là, c'est comme sa mère qui flash lui dans le passé, il dit, c'est full malsain, ça. Ben oui, c'est full malsain. Non, c'était vraiment épouvantable. C'était pas un film de Disney, maintenant. Non. Puis ça se passait l'année où le film sortait, là. C'était vraiment... Mais ça avait été proposé à Disney, ça avait été refusé. Ben, je sais pas, mais on s'entend dessus, là, que cette scène-là, où elle le voit en bobette Pierre Cardin, ben en français c'était Pierre Cardin, en anglais c'était Calvin Klein, là. Puis qu'elle fantasme sur son gars. Hey, avec du recul, tu te dis, les boys, c'était vraiment malsain, mais d'aplomb, là. T'avais plein de samalumes? Oui, à part de ça, attends un petit peu. J'ai lu Raven qui vient de sortir je vous parlais Gabriel Piccolo tantôt. Sa première bande dessinée qu'il a illustrée vient de sortir chez DC Comics. C'est l'histoire de Raven avant qu'elle rentre dans les Teen Titans, dans le fond, là. Elle se réveille, elle a une perte de mémoire, elle se rappelle pas de son passé, mais il y a comme quelque chose qui essaye de prendre possession d'elle, puis elle comprend pas c'est quoi. Okay. C'est une belle bande dessinée. Encore là, on est dans l'adolescence de Raven. J'ai trouvé ça super beau, super sweet. Les illustrations sont toutes comme en douceur, là. C'est tout dans des couleurs pastel un peu, là, des couleurs froides, puis mais tu sais, vraiment très léger, là. J'ai trouvé ça très beau. Je suis très contente d'avoir découvert. Je sais pas si c'est cette collection-là, DC Inc., qui est comme plus de qualité, là, mais tu sais, les pages étaient de meilleure qualité, je trouvais. Puis un beau produit, j'étais contente de l'avoir, puis d'enfin pouvoir... Puis c'est Camille Garcia qui a écrit le scénario. Camille Garcia, qui est une grande auteure de young adulte. Fait que ça a fait un bon mix. Puis à la fin... il y a un preview un peu de la prochaine bande dessinée qu'ils vont faire, puis ça va être Beast Boy. Fait qu'on s'attend qu'ils vont peut-être faire toutes les Teen Titans avant qu'ils rentrent avant qu'ils se forment une équipe, là. C'est ça. Ben, il y en a un dont on connaît l'histoire un peu, là. Il s'appelle Robin. Ouais. Mais il y a peut-être quelque chose. Regarde, Robin Year One, il y a sûrement eu ça. Là. Ouais. Ben, toute sa partie quand il part de Batman. Là, ouais, ça peut-être qu'on le sait moins. C'est Blue Haven, l'autre ville? Comment ça s'appelle l'autre ville à côté de Gotham? C'est New Haven. New Haven, ouais, il me semble que c'est ça. OK. Parce qu'il va devenir genre un héros là. OK, parce que... Mais tu sais, il peut remonter assez loin qu'on le voit avec les Flying Grayson, par exemple. Oui, ça pourrait aller jusque-là. Là. Mais il y a aussi tout le passage de Robin à Nightwing. Ben oui. Parce que ça s'est fait dans les Titans. Oui. OK. Ouais. Non, il y a sûrement quelque chose... Ben, de toute façon, c'est... Avec des personnages comme ça, on peut extrapoler très très loin. Quand on a des bons écrivains ou des bons écrivaines, on peut faire ce qu'on veut. Oui, c'est ce que j'ai aimé de cette bande dessinée-là, c'est que le scénario était vraiment très bien fait. Okay. Il était solide, puis c'était pas plein de clichés, puis de trucs réutilisés ou quoi que ce soit. Là. Fait que Raven par Camille Garcia puis Gabriel Piccolo, ça c'en est un que je vous recommande. OK.
Puis à part de ça, dans mes ça m'allume, il y a ma retraite d'écriture. Okay. Que ça aussi, j'ai eu beaucoup de difficultés à revenir de ça. Là. Une grosse semaine très productive qui m'a quasiment donné le goût de lâcher ma job. On dira pas ça de même, là, mais vraiment de faire ça à temps plein, j'ai trouvé ça cool. OK. Mais ça, c'est toi qui as décidé de faire ça. Là. C'est pas une activité encadrée, organisée par d'autres. Là. J'ai fait ça toute seule. Si j'avais pu me planifier un peu plus, j'aurais pu avoir des amis qui viennent participer avec moi puis qu'on s'échange puis qu'on fasse de quoi de plus encadré. Mais j'étais dernière minute, fait que j'ai fait ça. J'ai pu terminer mon manuscrit dans une version présentable, puis j'ai pu trouver des nouvelles idées de scénarios futurs, commencer. Fait que ça, j'étais très contente de ça. Fait que je te dirais qu'il y en a sûrement d'autres. Ah, il y a Spider-Man aussi, ça a été un pas pire, ça m'allume. J'étais bien contente de vous avoir écouté puis d'y avoir été. OK. Puis on va espérer que Paperman le fasse aussi. Je pense que j'ai manqué ma chance. Moi, je pensais que je l'avais manqué, puis c'est ça, je l'ai pogné à la radio qui était encore là. J'ai fait, on y va asseoir. OK. Fait que faut sauter sur l'occasion quand ça passe, parce que ça passe pas longtemps. Non. OK. Ouais, ben c'est sûr que... Il est sorti à fin juin. C'est ça, mais on est en plein été. Il y a tellement de sorties et peu de salles. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, le Roi Lion, c'est aujourd'hui en plus. Là. C'était-tu hier qui est sorti? Ah, peut-être aussi. Parce que ça me semble qu'il y avait du monde de plein. Oui, c'est probablement... Non, c'était peut-être hier. Okay. Il va être plein. Non, ça va être un gros hit, là, malgré le fait que il y a personne qui dit qu'il est pas bon. OK? Il y a personne qui dit qu'il est pas bon, le Roi Lion, mais c'est comme le remake de Psychose. OK? À un moment donné, ils ont refait Psychose en couleur, là, puis c'est calqué sur l'original avec... Fait que tu regardes ça, tu te dis, c'est Psychose, mais pourquoi ils l'ont refait? Ouais, c'est ça. Fait que, mais à part de ça, les prouesses technologiques sont... Ils ont un filon, ils vont le tordre c'est des beaux gros minous à l'écran. Là. C'est sûr que c'est le Roi Lion. C'est sûr que les enfants vont capoter. C'est sûr. Sûr et certain. Paperman. Écoute, j'en ai une tonne puis une barge. Je commence par un paquet de bandes annonces qui ont sorti. La nouvelle série de Mandalorian, qui est la série de Star Wars, qu'on a eu la première bande-annonce. Paraît-il que ça va être une série qui va coûter excessivement cher à produire, un peu comme Game of Thrones. Mais ce qu'on a vu, c'est vraiment... Si ça permet d'aller chercher des abonnements. Ouais, c'est sûr. Ça a l'air vraiment bon. Mon gros coup de cœur, puis là, c'est parce que je suis un vieux crotté fini des années 80. C'est la nouvelle bande-annonce de Top Gun. OK. Écoute, c'est absolument jouissif. Okay. Pour quelqu'un comme moi, là, que Top Gun est un genre de film culte, mais ça c'est culte personnel, là. Ouais. On s'entend-tu que c'est pas le même. Mais c'est une fois par année, hein, au moins. Top Gun, plusieurs fois par année. Moi, chaque fois qu'il passe à la TV, je suis fait, là. OK. C'est peut-être 4, 5, 6 fois par année. Là. Okay. Mais tu peux te le mettre, tu dois l'avoir. Je l'ai en DVD, je l'ai sur mon. Je l'ai en numérique. Écoute, t'as-tu gardé ta cassette VHS? Je le pense, je l'ai en VHS aussi. Écoute, je sais pas pourquoi. Il y a des films comme ça, là. Puis là, on a un exemple parfait là, des nouveaux remakes. Tu sais, c'est la même maudite histoire. Là. Okay. Dans la bande-annonce, là, c'est la même affaire. Tu sais, je veux dire, ça commence avec le petit l'amiral qui est joué par Ed Harris. Alors, déjà, très heureux de revoir Ed Harris, là, qui est plus tout jeune. Là, alors qu'on a la chance de le voir dans un film, on va le prendre là, parce qu'il commence à vieillir, notre Ed. Puis là, on voit tous les exploits de Maverick là, qui dit t'es un des seuls qui a battu 3 appareils ennemis depuis tant d'années. Puis là, tu pourrais être contre-amiral, t'es un capitaine et tout ça. Puis là, on le voit qu'il revient à Top Gun, probablement qu'il va devenir enseignant, on se l'imagine. Et là, on a des scènes identiques du premier. Alors, tu sais, la belle jeune fille, la plage avec le volleyball, mais c'est tout avec des jeunes. Tu sais, fait qu'on voit que c'est la même histoire qu'ils vont refaire un peu. Okay. Et avec Maverick, mais les scènes d'avion, je veux dire, c'est tellement là, non-stop, over the top là, par rapport à ce qu'on avait dans les années 80. T'sais, on s'entend-tu que faire voler des F-14 Tomcat dans les années 80, c'était très difficile parce que c'était des avions qui étaient encore secret défense. Mais là, écoute, c'est extraordinaire. Moi, écoute, je l'ai écouté en boucle pendant 20 fois, je pense. Okay. Puis
suis sur le bord de baver, là. Moi, je connais pas... Je connais le film Top Gun, mais de là à dire que je l'ai vu, je suis pas sûr. Ah, ben on va l'écouter ensemble un moment donné. OK. Mais ce que je sais, puis j'espère qu'avec le deuxième, ils savent aussi, c'est que le premier Top Gun a longtemps été l'unité de mesure des systèmes de son. Oui. OK? Ah, oui. Tu voulais tester ton système de son Dolby Surround, t'achetais la cassette de Top Gun. Ouais, parce que c'était intense en petit péché. C'est ça, pour entendre les avions te promener tout le tour. Exactement. Donc, vont-ils faire en sorte que le prochain Top Gun soit la prochaine unité de mesure je de sais système pas, de cinéma dans la bande-annonce, là, à la fin, là, quand ils passent avec leurs nouveaux avions, là, j'ai pas identifié c'était quoi, là. Mais je sais qu'il y a un truc de drone à l'intérieur de tout ça aussi, là. Alors, dans le fond, c'est la transition entre l'humain et la machine, là. Alors, c'est intéressant, là, parce qu'on est encore sur des thèmes des thèmes de cyberpunk dans un film de Tom Cruise qui va parler d'aviation, parce que c'est un thème typiquement de cyberpunk, la disparition de l'humain, le remplacement de l'humain par la machine. Alors est-ce que le drone va faire aussi bien que le vieux pilote de Maverick? Il va sûrement avoir une confrontation, et avec les jeunes aussi qui poussent, parce qu'on voit les nouveaux équipements des jeunes et tout ça. Tu sais, au-delà du simple fait que, oui, dans les années 80, Top Gun, c'était un beau film d'amour. Là. Oh, oui. À la base, là, c'était un film typiquement des années 80. Là. Tom Cruise était très bon dans ce genre de film-là parce que c'est un sex symbole. Et maintenant, il y a 50 ans, ça en a encore un, l'enfoiré, il vieillit pas. Non, j'ai trouvé dans ce bande-annonce-là que ça paraissait un peu, moi. Oui, ben là, il fallait qu'il vieillisse un peu parce qu'il dit là, que malgré toutes vos tentatives de mourir, vous mourrez pas. Là. Fait qu'on probablement qu'il y a eu des accidents puis qu'il a comme poussé la machine tout le temps plus loin. Là. Fait qu'il y a comme une genre de vie qui commence à peser sur lui. Mais bref, ça m'a allumé énormément. Ouais. Puis, mais ce qui est fou, pareil, dans ce genre de bande-annonce-là, là, c'est que Tom Cruise, on l'a toujours vu. Là. Oui. Il a jamais arrêté, Tom Cruise. Jamais. Il revient pas dans un film. Là. Jamais. Puis pourtant, je suis sûr que quand t'as vu cette bande-annonce-là, t'as pas vu Tom Cruise. Non, j'avais l'impression qu'il revenait, là. J'étais comme, je te dis, depuis Top Gun, j'avais l'impression qu'il avait rien fait. Je l'ai vu mettre son T'as vu compte. Maverick, là. J'ai vu Maverick. Okay. Moi, j'ai vu Maverick, j'ai vu... à un moment donné, il s'en va dans son casier, puis il y a tous ses médaillons, puis il y a la photo de Goose. Puis là, j'ai dit, c'est Maverick, là. J'ai dit, c'est Maverick, c'est Pete Mitchell, là. Et pourtant, c'est le même gars qu'on a vu dans Mommy à TV cette semaine. C'est pas lui, c'est Pete Mitchell. Okay. Ça n'a aucun rapport, là. Okay. C'est peut-être là la force de Tom Cruise, c'est qu'il est capable de personnifier ces personnages-là avec tellement d'intensité. Puis, il fait beaucoup de films d'action, mais c'est quand même un excellent acteur. Oui. C'est quelqu'un qui a quand même transcendé le cinéma. Là. Ça fait longtemps qu'il est là. Tu sais, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas. Là. Oui, il a fait des navets, là, mais qui ne l'a pas fait? Là? Ouais. Ben, moi, j'en ai pas fait parce que je suis pas acteur. Là. C'est ça. Mais, tu sais, pour moi, c'est ça. C'est le film que je vais attendre. Okay. C'est sûr et certain. Là. Puis j'ai très hâte. Écoute, 50e anniversaire d'Apollo. Je peux pas. Il y a quelque chose de plus geek que ça présentement sur la planète là. Je veux dire, c'est comme l'événement là. C'est l'événement planétaire de ces années-là. Avec du recul, on se rend compte que scientifiquement, ça n'a pas amené grand-chose à l'humanité. Là. C'était vraiment plus politique. Là. C'est ça. Ça nous permet de dire qu'on est allé sur la Lune. Exact. Mais écoute, j'ai vu un paquet de trucs que la NASA a publié là, sur les communications radio puis tout ça. Puis l'alunissage, là, tu voyais tous les éléments techniques, puis les conversations avec les pilotes, puis la NASA, puis les gens qui criaient « Master Alarm », non, c'est correct, il n'y a pas de problème, coupe ça, puis tu te dis « Et comment qu'ils ont fait ?» Il faut que ça soit des crinqués mentales, là. Tu sais, c'était toi, ça avait l'air Bozo, le clown, là, qui sont allés dans l'espace, qui ont réussi ça, avec rien. Sans avec trop savoir. Aucune idée où ce qu'ils s'envoyaient. Ils ont fait un beau documentaire à découverte justement là-dessus. Là. Ça a passé sur plusieurs semaines. Là. Il y avait un épisode à chaque semaine. Puis il allait vraiment dans tous les détails de la mission, la préparation. Puis c'était vraiment le fun à regarder. Moi, là, c'est vraiment le truc geek, là, je pense qu'on fête cette année, là. On en a beaucoup parlé, là. Pour moi, c'est vraiment un truc extraordinaire, là. Puis,
j'ai commencé à lire avant de partir des vacances First Man, qui est la biographie de Neil Armstrong, qui ont fait un film sur ça également, avec je me souviens plus de l'acteur là, qui joue Neil Armstrong. Donc après je l'ai pas vu, mais je veux le voir là. Puis de voir comment cet homme-là était simple, il était vraiment comme... Écoute, il arrivait de se cracher, puis il en parlait pas à sa femme, puis il disait comment ça a été. Oh, j'ai eu un accident. Ouais, mais tu veux-tu m'en parler? Non, je suis correct, je suis vivant, je suis là, c'est pas grave, tu sais. Puis après ça, tout ce concept-là, après d'avoir été sur la Lune, il n'a pas eu la grosse tête, il n'a pas vendu rien, il n'a pas vendu son exploit, il n'a pas vendu son nom, il y avait ce que son copain a fait, le Buzz, lui, c'est le contraire, là. Mais tu sais, tu vois vraiment toute la simplicité, puis l'importance de ça, puis en même temps c'est donnant parce que tu te dis que dans les années 60 ils ont réussi à faire ça avec rien, avec une montre comme ordinateur. Là, aujourd'hui nos montres ont plus de cas que ça, puis on n'a pas construit là-dessus. Au lieu de s'unir en tant qu'humanité puis de construire sur cet événement-là qui était un événement historique pour l'humanité, on n'a pas construit là-dessus. On aurait pu dire... C'est devenu une anecdote. Une anecdote, exactement. Merci Sylvain. Dispendieuse, mais au-delà de l'argent, je veux dire, moi je pense que la sauvegarde de l'humanité, ça passe par la conquête de l'espace. Puis toutes ces années-là qu'on a perdues, à un moment donné, ça va nous rattraper. Puis on va les regretter, ces années-là. Puis on devrait déjà être sur la Lune en permanence, selon moi. J'avais Cosmos 1999 dans ma tête. Exactement. Là. Alors pour moi, c'est ça. On devrait être rendu là. On devrait déjà être rendu là. Fait que puis ma conjointe a eu la chance, elle, de voir le module lunaire qui est allé sur la Lune. Là. Puis c'est incroyable là, quand les images puis les photos qu'elle m'a envoyées. Puis de dire qu'ils sont allés sur la Lune avec ça, là, c'est vraiment un grand exploit. Puis c'est un exploit qui est commun à beaucoup de monde, puis ça m'allume énormément. Je voulais rien que vous dire ça. Mais c'est pas les premiers qui sont allés sur la Lune. Non, c'est Tintin. Il est allé bien avant. C'est Tintin. Tintin, il est allé bien avant. Mais avant lui, il y en avait d'autres qui étaient allés aussi. Hein. Il y en a plusieurs. Mais Tintin, là, ça a été le premier astronaute à mettre sur la Lune. Oui, parce que tant qu'à ça, on pourrait... on a-tu parlé de conquête de l'espace? Non, pas encore. Tabarouette, ça n'a pas de bon sens, parce que là, j'ai fusé XL5, moi, qui me vient en tête. Écoute, une conquête de l'espace, ça pourrait être un extraordinaire... Pour les 50 ans du premier pas sur la Lune. On fête ça là, toute l'année. Là. Moi, j'ai un merveilleux chanteur pour le 40e anniversaire. OK. Fait que là, la prochaine fois que je vais y aller, je vais essayer de m'empoigner pour le 50e anniversaire. Ben, pourquoi pas? Alors, c'est un élément. Puis je termine par une série qui est absolument pas geek. OK. Alors, je m'excuse. Habituellement, c'est pas dans mes ouais, mais tu sais, pour moi, tout est geek. Écoute, c'est une série qui s'appelle Dans leur regard. C'est en anglais, c'est When They See Us. Okay. Et puis c'est une série en 4 épisodes sur Netflix. Et c'est sur les événements qui s'est passé en Harlem en 1989. Où il y a 4 Afro-Américains puis un Latino qui ont été arrêtés pour le viol d'une fille. Et puis il n'y avait aucune preuve. C'est des adolescents qui avaient 14, 15 puis 16 ans à l'époque. Puis ils ont été condamnés, ils ont été jugés, ils ont été mis en prison pendant 14 ans. Pour arriver en 2000 où ce que le vrai meurtrier a confessé son crime, puis le test d'ADN a prouvé. Et là on voit on voit toute l'histoire par rapport aux yeux des enfants. Alors, comment eux ont vécu ça? Alors, les aveux qu'ils ont dit, qu'ils ont écrit sous la menace policière pendant 42 heures de temps à se faire... si tu ne dis pas ce qu'on veut, tu partiras pas d'ici. Pas de présence d'avocat, pas de droit, rien. Ça prenait des coupables. Puis ils en ont trouvé des coupables. Puis le dernier épisode est sublime et touchant parce qu'on voit la vie de Corey. Corey qui était le seul qui avait 16 ans, donc qui a été jugé comme adulte. Parce qu'aux États-Unis, adulte, c'est le seul qui était allé en prison pour adulte. Et je vous mentirai pas que quand tu es un violeur en prison, écoute, ils ont détruit la vie de ces jeunes-là. Puis la procureure en chef
qui est dans la série, qui existe pour de vrai, parce que c'est une histoire qui est réelle. Ouais. Et également une écrivaine de romans policières et tout ça, commence à avoir les répercussions de cette aventure-là, malgré le fait que depuis 2000, on savait qu'elle a monté cette histoire-là de toutes pièces, qu'elle a fabriqué des preuves et tout ça. Et là, elle commence à perdre tous ses contrats, elle commence à perdre toutes les... sa maison d'édition vient de la larguer. Elle voit vraiment le contre-coup là, de cette aventure-là. Et ça va avoir pris une putain de série télé sur Netflix pour faire comprendre à la société que ces gens-là, c'était des bandits. Comme tu dis, qui ont essayé de trouver des coupables le plus rapidement possible, qui ont pris 5 jeunes de, je répète, là, 14 et 15 et 16 ans pour dire, ben c'est vous autres qui êtes les coupables, vous avez violé cette petite fille-là. Puis les mettre en prison, ils n'avaient rien fait, puis ils n'ont jamais rien eu, ils n'ont jamais été punis. Il y a un fond racial à l'intérieur de tout ça. Puis si vous voulez savoir pourquoi il y a des problèmes aux États-Unis entre les Noirs et les Blancs, là, écoutez ça, puis vous allez avoir une petite idée de pourquoi il y en a, puis pourquoi ça se réglera pas avec le président qu'ils ont présentement. C'est pas geek. Je vous avertis, c'est pas geek. Ça n'a pas rapport avec la sphère geek. Mais c'est tellement intense. Mais en même temps, ça démontre le pouvoir de la télé. À quel point maintenant c'est rendu puissant la télévision. On est capable de faire changer les choses avec des séries. Puis je pense que ça, c'est un bel exemple. Alors, on a redonné à ces jeunes-là une vie, puis on a permis aux gens qui devraient payer à être payés. Puis si on n'aurait pas eu cette série-là, ben ces gens-là, ces policiers-là, puis cette personne-là aurait continué comme si rien n'était. C'est quand même fort, la télévision. Hein? Oui, maintenant, oui. Maintenant, ça l'a toujours été. Ça a toujours été, mais c'est quand même une force. Écoutez ça vaut la peine. Mais je vous avertis, là, boîte de mouchoirs, batte de baseball, puis un sac pour varger dedans. Parce que ça vous donne pas foi en humanité, mais pas pantoute. Il y a des moments où vous avez vraiment envie de vous défouler. Là. Vraiment, là. Où ce que vous devez sortir cette colère-là. Gardez pas ça en dedans de vous autres. Sortez, criez. Là. Moi, je l'ai fait. Là. À un moment donné, j'ai sorti et j'ai fait comme... Ça vient tellement de toucher. Là. Puis les acteurs, le jeu des acteurs, la réalisation, la scénarisation, tout est parfait dans cette série-là. Je crois que ça va gagner beaucoup de prix. 4 petits épisodes seulement. Ça vaut vraiment la peine. C'est 4 heures de votre vie. Là. C'est pas beaucoup. Là. Honnêtement, c'est pas beaucoup. Puis écoutez Jessica Jones si vous aimez. J'ai adoré ça. Hey, moi, la troisième. Je pense que j'ai pas fini la première saison. Tabarouette que j'ai d'ouvrage. Ça fait bon sens. Les vacances finissent en plus. C'est mon dernier, ça m'allume, c'est ça. Mais je pense que la troisième saison, c'est la meilleure. Puis la finale. Écoute, c'est une finale que t'aimerais. Je vais te la compter parce que je sais que tu ne te rendras pas jusque-là. T'es pas du genre à aimer beaucoup ce genre de personnage-là qui s'apitoie un peu sur son sort. Tu sais, les super-héros qui aiment pas trop. Ben, Jessica Jones nous a été vendue comme ça. Puis à la fin de la troisième saison, il y a quelque chose avec Trish, sa demi-sœur. Alors elle devient méchante et elle va réussir à la faire arrêter. Et elle quitte la ville parce qu'elle veut pas embrasser le côté super-héros, un peu comme Matt Murdock lui a déjà dit, tout ça. Et puis juste avant de partir, elle entend la voix de Kilgrave pour lui dire c'est ça, va-t'en, pour dire hein, j'ai gagné, c'est moi qui ai. Et là, elle se tourne de côté, elle laisse les billets là. Elle prend son sac, puis là, elle sourit par part à New York, puis là, on se rend compte qu'elle embrasse entièrement son côté super-héroïne. Et putain, ça se termine là. Il n'y aura plus jamais de série de Marvel sur Netflix, puis la série se termine sur un cliffhanger. Alors, tu sais, la sensation que tu as eue de marre dans ta finale, là. Donc, on l'écoute pas. J'ai eu cette sensation-là, parce que je me suis dit, elle là, Jessica Jones vient d'arriver, là. Elle là. C'est fini. OK. C'est frustrant, mais en même temps, c'est bon. C'est ça. Ben, la dernière saison de Daredevil, ça finissait que... Oui, à peu près comme ça, là. Daredevil, il était enfin Daredevil, là. Puis on le verra plus. À moins qu'ils rachètent, mais ben bon... non, ils ont mis son costume en vente. Ah, bon, ben, coudonc. Ils ont mis le costume de Luke Cage puis de Daredevil en enchères. Netflix ont perdu les droits de diffusion parce pour que Marvel. c'est Disney qui passe sa chaîne. Évidemment. Puis c'est fini, là. On ne verra plus rien. Là. C'est plate. Mais ça vaut vraiment la peine. Je pense qu'il faut aimer le style. Là. C'est sûr que vous n'avez pas aimé la première saison. Écoutez pas à 2, écoutez pas à 3. Là. Perdez pas votre temps. Là. Un peu comme Joël le dit dans l'Imaginatrix tout à l'heure. Dans Stranger Things, vous le savez. Là. Vous écoutez 1, 2, 3 épisodes de la saison 1 de Jessica Jones. Vous allez voir. Si ça vous plaît,
continuer. Puis si vous dites, bon, là, je m'emmerde, mais arrêtez. Là, c'est ça. Il y a d'autres choses. Là. Oui, ben oui. Il y a d'autres patentes dans la vie. C'est sûr. Mais j'ai pas de samétain. OK. Je sais pas. Ben, j'en aurais, là, mais ça sert à rien de parler de trucs négatifs. Bon. Ben, moi, ça donne bien, mais ça m'allume, c'est vous autres. OK? Premièrement, d'être bêta-testeur pour le roman d'Imaginatrix, je capote bien raide. Bon, I drink to that, mais je suis à sec. Ah, bon, ouais, qu'est-ce que c'est fort. Bon. Mais non, c'est un honneur. Et en plus, on serait reculé de quelques années, puis j'aurais peut-être trouvé la tâche ardue. Parce que je lis maintenant pour le fun. Ah. Ouais. OK? On m'aurait dit il y a quelques années, tu vas lire pour le fun. J'aurais dit, vous êtes malade. Comment t'as sorti ça tantôt, là, en parlant des astronautes, là, mental? Des crinqués mentales. Crinqués mental. Vous êtes un crinqué mental. On m'aurait dit, tu vas lire pour le fun du Lovecraft, du Edgar Allan Poe, du de Civil War. Tu vas t'acheter Ready Player One. J'aurais dit, t'es un crinqué mental. Je viens de terminer la lecture de Bilbo le Hobbit. Ben, le crinqué mental, c'est Marc. Okay? Puis pour ce qui est du Hobbit, toi aussi, t'étais là ce journée-là, où on m'a suggéré ça. Moi, je lisais en diagonale des livres de développement personnel. Ah oui. Bon, oui, tu peux lire ça pour le plaisir, là, mais pas tant. OK? Mais me coucher du soir à lire Bilbo le Hobbit, là, j'aurais jamais pensé ça. C'est une autre sorte de thérapie. Exactement. C'est du pur plaisir. Là. C'est ça, exactement. Puis, non, regardez, merci. Si j'ai un samétain, c'est raide. Il est pas là. Mais je comprends, il est en train de faire du GN. Regarde, on a bien hâte de te revoir en raid. Il y a bien du fun en ce moment. C'est ça. Et s'il y a quelque chose, c'est pas un samétain, puis c'est comme... C'est quoi cette patente-là, OK? C'est la bande-annonce des 2 prochains Halloween. J'ai pas vu, moi, encore. OK? Il y a une bande-annonce qui est sortie aujourd'hui. Je me suis dit, c'est une joke. OK? Parce que des fois, il y a des fausses bandes-annonces qui semblent vraies, mais que tu dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Mais avant de me dire que c'était faux, je me suis dit, je vais faire une recherche. Puis, ça a été annoncé par John Carpenter. Ça vient probablement du San Diego Comic-Con. On annonce pour 2020 le film Halloween Kills. Puis pour 2021, Halloween Ends. Je trouve que c'est des titres de marde. C'est-tu les titres officiels ou les titres officieux? Ben, en tout cas, c'est ce qui est annoncé. Et ça fait juste nous montrer la maison en flammes à la fin du dernier Halloween, avec un peu la voix de Laurie Strode, puis on revoit Michael Myers, puis... That's it. Non, fait que dans le fond, c'est comme le deuxième Halloween Kills. C'est-à-dire que là, ça va être... C'est la suite du dernier Halloween. Puis Halloween Ends, ça va être la fin de cette histoire-là. De la trilogie. C'est ça. Parce qu'évidemment, on oublie que Laurie Strode est morte dans Halloween Résurrection. Mais ces films-là n'existent plus. Ils n'existent plus. Là. Ils n'ont plus aucune importance. Là. C'est ça. Donc, le dernier Halloween qui s'appelle Halloween est le deuxième. Parce qu'il suit exactement le premier, mais il n'est pas Halloween 2. Le prochain, ça va être le Halloween 3 de ce Halloween 2-là. Qui tombe à être l'Halloween 3 du premier Halloween? Oui. Oui. C'est n'importe quoi. Puis l'Halloween 3 va être l'Halloween 4 du premier Halloween. Ouais. Ouais. Fait que dans le fond, c'est pas une trilogie, c'est une quadrilogie. C'est ça. Là, ça devient une quadrilogie. Ah oui. OK. En tout cas, mais moi, c'est pas... Ça peut faire des bons films, regardez. Amenez-en des films d'horreur. C'est la façon dont c'est présenté. Mais cette bande-annonce-là, je dis... Mais c'est rare qu'ils nous présentent des films, des gens disent, on va vous faire 2 films, on vous les présente tout de suite. Là, c'est comme... C'est ça. Voici les 2 titres des 2 prochains films. C'est un peu garoché. Ouais, c'est comme... Non, c'est clairement mercantile. Mais c'est ça. J'ai pas encore vu le nouveau remake. Là. C'est dans la vague des films hommages. OK. Ouais, ça, c'est un autre vague. C'est ça. Il y a les remakes, puis il y a les hommages. C'est ça. C'est qu'en fait,
ça dit merci aux tripeux de la première heure. Est-ce que ça amène des nouveaux tripeux? Non. Pas sûr. OK. Pas sûr. Parce que le dernier Halloween, si t'as jamais vu le premier, là, t'as aucun intérêt à voir celui-là. Puis si t'as vu le premier, à moins de dire, hey, on va-tu voir le nouveau Halloween, puis avant d'aller le voir, on va regarder le premier, là, il faut que tu l'aies déjà vu, puis tu l'as vu depuis très longtemps. Est-ce qu'il aurait fallu qu'il fasse un remake du premier avant de faire ce film-là? Non, parce qu'en fait, c'est les mêmes personnages et ils ont l'âge qu'ils auraient aujourd'hui. OK? Laurie Strode, là, c'est rendu une grand-maman, là. Ouais. Jamie Lee Curtis, là. Michael Myers, ça fait 40 ans qu'il a été capturé puis qu'il est dans un asile psychiatrique il est aussi à sécurité maximum. Oui, absolument. Absolument. Il y a des clins d'œil aux autres films qui n'existent plus, comme les masques de Halloween, la nuit des masques, là, c'est Halloween 3. C'est mauvais, ça. C'est ça. Mais les masques sont là-dedans. Ben, il y a des enfants qui en portent, là. Okay. Mais si tu les as pas vus, tu les reconnais pas, là. Si t'as jamais vu ce film-là. Je pense qu'il y a une maison de poupées à un moment donné, je vois ça passer, je dis, mon Dieu, c'est pas la maison des Myers dans le film original. Je pense que c'était ça. Mais c'est ça. C'était un film hommage. C'est presque la même histoire, ce qui est probablement le cas de Top Gun. Ça va être un film hommage, Top Gun, je suis pas mal sûr. Mais t'es le public parfait, tu tripes sur le premier Top Gun. C'est clair, moi je suis public cible à mort, là. Tu te fais redonner... Écoute, ben, c'est sûr que pour moi, c'est sûr que je suis vendu, mais est-ce que ça va amener des nouveaux mondes? Je pense pas. Non, mais si ça ramène le vieux monde, ça va remplir les salles. Ça va remplir les salles. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Prochain Ghostbusters, même affaire. Oui, tout à fait. Convaincu. Puis, nous, petits samalumes, on a appris qu'Edward Furlong reprenait son rôle de John Connor dans le prochain Terminator. Oui. Fait que c'est quand même... oui. J'espère que c'est pas pour le faire mourir dans les 15 premières minutes, là. Ou bien de le voir à 30 secondes, là. Ouais. Un hommage. Qui a eu un genre de rôle quand même important. C'est ça, un hommage à Terminator 2. Ouais. En tout cas, là, on a quand même Linda Hamilton qui est là, Edward Furlong, James Cameron qui revient. C'est comme... Il y a comme... Non, il y a moyen de faire de beaux hommages. Ça dépend toujours du scénario. Hein. Moi, je le dis toujours. Hein. C'est vrai. C'est toujours une question d'histoire. Si l'histoire est bonne, le film va être bon. Si l'histoire est mauvaise, t'as bien beau avoir les meilleurs acteurs au monde, t'as bien beau avoir les meilleurs réalisateurs au monde, si ton scénario est mauvais... C'est tout passe par l'histoire, toujours. C'est sûr. Quand t'as pas d'histoire à raconter, c'est mauvais. Qu'est-ce que disait le haut-parleur des Télétubbies à la fin de l'émission? Je m'en souviens pas. Ou c'est l'heure de dire au revoir? Oui, c'est l'heure de dire au revoir. C'est l'heure de dire au revoir. Je répétais parce que les répétitions, c'est important chez les jeunes. Exactement. Je conclus avec une anecdote des Télétubbies, justement, parce que moi, autant il y avait du monde qui disait ça n'a pas de bon sens présenter ça aux enfants, autant que moi, j'étais un ardent défenseur des Télétubbies, parce que je me disais, ils ont les 25 prochaines années devant eux pour apprendre. Là. Tout à fait. Laissez-les donc avoir du fun. Non, mais c'est typiquement dans le cadre pédagogique aussi, la répétition. Exact, les couleurs, les enfants qui jouent. Mais bon. C'est parfait. Là. Donc, je donnais le lait à un bonhomme qui était très petit dans ce temps-là, qui est beaucoup plus grand que moi aujourd'hui. Et Tinky Winky, le violet avec une sacoche, ça créait la controverse, monte la butte, descend la butte. OK? Oui, descend la butte. Monte la butte, descend la butte. Puis, toujours pareil, la troisième fois, mon petit bonhomme avec la bouteille de lait dans la bouche rit. Il n'avait pas ri les 2 premières fois. Voilà, c'était ça. Donc, 3 fois, c'est l'heure de dire au revoir. Au revoir. C'est l'heure de dire au revoir. Exactement. C'est l'heure de dire au revoir. On a tellement de thèmes pour les prochains podcasts qu'on ne sait pas de quel on va parler au prochain. Bon, une conquête spatiale, ça serait intéressant. Ou une immortalité, ça serait intéressant. Ça serait intéressant. Immortalité dans science-fiction ou en général? En général. Parce qu'en général, c'est large. Ouais, je pense oui, mais ça, on aime ça, les gros icebergs. oui, ça serait le fun. Mais ça pourrait être ça. On a un petit ami à appeler aussi si on veut parler de bijoux. Oui, ça c'est sûr qu'on a un thème pour ça aussi. J'ai déjà quelques idées de bijoux dans la culture populaire. Ah oui. Oui, ça il y en a énormément aussi. De toute façon, un gros gant de l'infini, c'est assez un gros bijou ça. Ou un anneau unique. Ou un anneau unique, c'est vrai.
Mais moi, qui rend invisible. Oui, c'est vrai. J'ai vu ça dans Bilbo qui a été le gagné après une ardente bataille de devinettes. Avec la devinette ultime, qu'est-ce que j'ai dans ma poche? Exactement. Puis mon précieux. Il n'a pas le droit de me poser cette question, mon précieux. Exactement. Donc, revenez-nous bientôt au podcast Décrinqué. Suivez-nous sur notre page Facebook ou encore sur podcastdécrinqué.website.